Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Casa Foot, votre podcast balado-diffusion, vidéo-diffusion, portant sur la Bundesliga et le football allemand en français après un bel été de vacances qui, évidemment, a été marqué par un mercato, je dirais, un peu particulier en Allemagne, contrairement aux autres mercatos, et on va en discuter, bien sûr. Mais c'est avec un réel plaisir que je retrouve mon compère et complice de toujours et mon grand ami qui, évidemment, a passé sans doute une partie de son été sur le terrain de golf, entre autres choses. David Lortolari, allô, Frenda, comment ça va? Allô Mathieu, salut à tous. Oui, ça a été occupé, ça a été mouvementé. On a vécu des petits traumatismes. L'équipe nationale féminine d'Allemagne qui échoue très précocement dans son mondial. Ça a été mouvementé comme quand même dans d'autres pays avec le mercato jusqu'à la dernière heure, dernière minute, au tout début septembre. Et puis le championnat qui reprend avec un record de buts. Hein, on a été habitué en Bundesliga, Mathieu, à avoir l'une des toutes meilleures, sinon la meilleure moyenne de buts en Europe. Et on est en train de battre des records là avec le début de saison. Harry Kane, on va forcément en parler, à cristalliser un petit peu les attentions, mais il y a plein d'autres choses qui se sont déjà passées. Et puis, il faut pas rester seulement sur le Bayern. Je sais qu'on est écouté par les supporters de Dortmund, de Schalke, de Hambourg, de partout. Et il n'y a pas que le Bayern en Allemagne. Et allez, petit pronostic pour se lancer. Il y a des équipes, 2-3 peut-être cette saison, qui sont armées pour venir mettre du suspense. Une autre forme de suspense peut-être que celle qu'on avait eue la saison dernière. Souvenez-vous que le Borussia Dortmund s'incline à la 89e pour le titre dans la dernière journée. Allez, on va espérer cette saison qu'il y ait plusieurs équipes qui viennent nous apporter du suspense. Ce serait évidemment formidable pour l'engouement général et puis pour l'émulation en Bundesliga. Oui, en autant qu'on ne retourne pas le couteau dans la plaie. Dans le cas des partisans de Dortmund qui, je pense, ont dû passer un été cauchemardesque. Moussala! Mais avant, on salue aussi le fan numéro 1 de Dortmund que nous connaissons et notre ancien collaborateur Anthony Tessy. J'espère qu'il va bien. Juste avant de démarrer, j'aimerais souligner à nos auditeurs et nos auditrices, à nos spectateurs, spectatrices, que tu as collaboré à un nouveau livre, encore une fois, David, que visiblement est aussi à l'aise avec une plume qu'avec le canon. Et je le montre ici à l'écran. Le titre, donc, c'est À l'ombre du Big Five. Alors, c'est une œuvre en collaboration, David, que tu as fait avec notamment Nicolas Villas, avec qui tu as dirigé plusieurs auteurs où vous parlez de ce qu'on pourrait appeler globalement les nations perdues du football. C'est-à-dire qu'on remonte sur des équipes dont on parle peut-être moins, mais qui, à une époque, ont connu leurs heures de gloire. Et ça va aussi bien d'un ballon d'or remporté par un Hongrois, Florian Albert, en 1967, le Dynamo de Kiev, puisqu'on parle beaucoup de l'Ukraine dans l'actualité, malheureusement pas pour des raisons qu'on aimerait, mais deux fois vainqueur de la Coupe des vainqueurs de Coupe, 1975 et 1986, dont moi je me souviens très bien. Puis évidemment la Grèce qui remporte l'Euro en 2004. Rapidement, là, vite, comment t'en es venu à ce projet d'écriture avec Nicolas Villas, que j'admire beaucoup? J'aurais aimé l'avoir en entrevue à plusieurs reprises, mais c'est très difficile, alors que je trouve ton camarade, ton collègue éminemment sympathique et avec un très bon sens de l'humour aussi. Je voulais savoir comment vous en êtes venu avec d'autres collaborateurs, bien sûr, qui ont écrit les différents chapitres de ce livre-là, à cette idée de parler d'un à un moment où on parle beaucoup de l'Arabie Saoudite, on parle beaucoup d'argent, à parler justement de ces nations perdues du foot, surtout à une époque où l'argent n'avait peut-être pas autant d'importance et où il y avait une capacité de rétention au sein de beaucoup de clubs en Europe pour conserver leurs joueurs vedettes locales. Oui, absolument. Alors, tu as dit beaucoup de choses essentielles pour ce travail. Idée de Nicolas Villas au départ, on a fait un constat commun que d'autres feront sans doute, que ce soit conscient ou inconscient. Aujourd'hui, on est arrivé à une forme d'extrême. Alors, on va pousser encore les curseurs, on le sait, mais on est un peu fatigué, nous, de n'entendre parler que du Real, du Barça, de Manchester City, de Chelsea et de quelques autres. Et je suis un public numéro 1 pour ça. Bah oui. Alors, évidemment, c'est une question de génération au départ, bien sûr, parce qu'on a connu le Steaua Bucarest, on a connu Göteborg, on a connu le Celtic Glasgow, on a connu des clubs qui ont brillé, notamment dans l'ancienne C1, Ligue des Champions aujourd'hui.
Et on a voulu comprendre, au-delà de l'arrêt Bosman 1992-1992, au moment où il y a cette rupture, cette ouverture du marché et où tous les joueurs européens peuvent jouer partout, ce qui fait que, évidemment, on se rassemble dans les grosses écuries petit à petit, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Au-delà de cette raison évidente pour laquelle les clubs moins bien dotés financièrement, économiquement, sont aujourd'hui rabaissés, au-delà de ça, on a cherché les raisons pour lesquelles toutes ces nations, de l'ouest, du nord de l'Europe jusqu'à l'est, évidemment, avec la Roumanie, avec les Balkans, l'ex-URSS aussi, bien sûr, on a cherché à rassembler les raisons pour lesquelles aujourd'hui elles n'avaient plus que de très très petites chances de briller. Quand je dis chance, c'est dans tous les sens du terme d'ailleurs, parce qu'il faut passer X et Y tours préliminaires de Coupe d'Europe pour pouvoir se confronter à des clubs plus forts financièrement, et puis on voit que ça ne fonctionne pas. Et donc, étant un peu lassé de cette situation, sinon monopolistique, du moins, de domination de quelques-uns, on a cherché à revenir un peu dans le temps pour non seulement rappeler à des lecteurs plus jeunes qu'il y a des histoires formidables qui se sont passées et des réussites formidables dans le courant du XXe siècle, mais aussi comprendre pourquoi aujourd'hui on en est là, dans cette situation assez bloquée. Et c'est un livre qui a une part de mystère. On voit sur la couverture avec ce ballon un peu modélisé, ce vieux soulier de football. On fait le lien entre les temps passés, les décennies passées et le football d'aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, tu as raison de rappeler le contexte du moment, avec les flots d'argent venus d'ici ou de là. Essayer de s'y retrouver un peu dans le football d'aujourd'hui et de garder son âme, comme je le dis, et on a coécrit avec Nicolas Villas la petite introduction de ce livre, essayer de garder son âme au milieu de ce flot, notamment financier, qui a bouleversé très largement la géopolitique du football et la géographie simplement du football. Oui, d'ailleurs, entre parenthèses, puisque tu parles de ces petites équipes, on en a une équipe ukrainienne qui va, à cause de la guerre, qui s'est trouvé une niche en Allemagne pour disputer ses matchs, entre guillemets, locaux. Et c'est à Hambourg qu'on a choisi cet endroit. Peux-tu nous en glisser un mot rapidement avant qu'on passe au mercato? Oui, le Shakhtar Donetsk, que les gens connaissent parce qu'il y a eu des bons joueurs brésiliens dans cette équipe qui a souvent fait de belles choses dans les Coupes d'Europe, quitte à un moment donné, évidemment, à échouer. Mais on a vu de belles campagnes européennes du Shakhtar Donetsk. Et puis, il va poursuivre cette aventure européenne cette saison à Hambourg. Ce qui est formidable, c'est que le stade d'Hambourg est un stade de premier choix, bien sûr. Donc, c'est une enceinte, certes, éloignée de Donetsk, très éloignée même, mais dans laquelle on a déjà vendu plus de 30 000 billets pour chaque match européen du Shakhtar, entre guillemets, à domicile. Donc, c'est une belle collaboration et peut-être que ça va nous occasionner pour cette équipe quelques surprises, bonnes surprises, à domicile tout en étant à l'extérieur, mais à domicile quand même parce que soutenu par plusieurs dizaines de milliers de fans. On sait que dans l'afflux d'Ukrainiens vers l'Ouest, avec l'agression russe de 2022, il y a beaucoup de personnes qui sont restées, qui se sont installées provisoirement ou non en Allemagne. Donc forcément, c'était de ce point de vue-là assez logique sur le plan sociologique, sur le plan de la population. Et effectivement, dès que des billets ont été mis en vente, il y a eu un vrai afflux. Je le disais, rapidement 30 000 billets vendus pour chaque match. Donc ça va être une belle maison pour les matchs européens du Shakhtar cette saison. C'est à souhaiter. En tout cas, moi, j'entends toujours dire du bien de la ville d'Hambourg, que je l'ai coché parmi les destinations à visiter lorsque j'irai visiter l'Allemagne. Et en même temps, j'espère que la présence du Shakhtar Donetsk va amener un petit vent pas de fraîcheur, mais un petit vent de positif, parce que tu parlais en introduction du malheur du Borussia Dortmund, mais s'il y a un autre club malheureux, c'est bien le club d'Hambourg qui avait jusqu'à l'ultime match de la fin de saison dernière en deuxième division son accès direct en première, sa promotion directe, devrais-je dire, et qui l'échappe dans le dernier droit, est forcé de disputer un match de barrage et se fait atomiser par Stuttgart et rate donc son entrée. Et on se rappelle les circonstances qui avaient mené à sa relégation. Il y a quelque chose d'un peu un petit peu malheureux pour cette équipe au cours des dernières années. On va leur souhaiter toutefois
de rebondir cette saison. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc, je rappelle le titre de ton livre, À l'ombre du Big Five, écrit en collaboration avec Nicolas Villas et plusieurs autres collaborateurs, Les Nations perdues du football, aux éditions Amphora. Et je remercie David sincèrement de m'avoir envoyé une copie par la poste. Ça me touche beaucoup. Et je vais le lire et je vais sûrement en parler à l'occasion. Peut-être même au sein de mon autre balado, j'en parle aussi aux auditeurs et aux auditrices. Mon autre balado qui s'intitule Terminator Foot, où à chaque semaine, je reviens sur les résultats et je vous fais une analyse rapide des rencontres. Puis en même temps, en faisant ça, ça me permet aussi de m'exercer sur certaines grandes thématiques dont je vais discuter avec David. Et la première, et non la moindre, c'est celle du mercato, qui, selon moi, lorsque je prends un peu de recul, a été un peu spécial en Allemagne. Alors, on sait que les mercatos en Allemagne sont rarement flamboyants. Après ma barre, surtout à cause ou à partie dû au fait que les montants que l'on verse, il y a une certaine forme que j'appellerais d'équilibre financier qui est recherché par pratiquement tous les clubs. Et j'inclus le Bayern dans le lot, tu vas voir, je vais m'expliquer. Parce qu'on a fait grand cas, bien sûr, de ce nouveau sommet en matière de dépenses de transfert pour Harry Kane, 100 millions d'euros. Pour la première fois, le Bayern atteint donc ce montant, entre guillemets, mythique, c'est-à-dire la barre des 100 millions d'euros, en plus d'en avoir dépensé 50 pour le défenseur sud-coréen Kim Jae-min ou Kim Min-jae, je ne sais pas si je le prononce bien, là. Voilà. Mais ce ne sont que les deux seules dépenses, alors qu'on oublie que le Bayern a aussi beaucoup vendu pour payer ces transferts-là. On a vendu Benjamin Pavard, on a vendu Sadio Mané, on a vendu Sabitzer. Alors, ça fait quand même une somme de joueurs, là, j'en ai nommé quelques-uns. On a vendu Lucas Hernandez aussi. Alors, si on fait la somme, on a vendu pas mal pour le même montant qu'on est allé chercher Harry Kane. En même temps, Harry Kane répond à un besoin qu'on a souligné très souvent la saison dernière au Bayern, c'était l'absence d'un avant-centre depuis le départ de Lewandowski. Certes, Choupo-Moting a dépanné. Matistel, c'est un jeune espoir, mais il est encore très jeune et on ne veut pas brusquer non plus en l'envoyant dans la fosse au lion tout de suite comme titulaire, malgré qu'il a connu un assez bon début. Mais ça ne l'a pas empêché, je l'ai souligné ici sur mon autre podcast, en fait, qu'il avait été victime d'attaques racistes après une finale de Supercoupe où il est passé à côté. Il avait frappé un poteau dans ce match où il avait aussi été sur un échappé privé. Il n'avait pas marqué. Et il y avait des partisans bavarois qui sont allés de remarques racistes à son égard, ce que j'ai trouvé très triste parce que je croyais qu'en Allemagne, on avait pas mal le contrôle de la situation là-dessus. Heureusement, la direction a défendu son joueur. Mais mis tout ça ensemble, l'acquisition d'Harry Kane répond à un besoin au Bayern, mais est-ce que ça va résoudre tous les problèmes que le Bayern avait l'an dernier? Parce que, on connaît un fort début de saison, mais le match en Supercoupe avait laissé pointer qu'il y a encore des incertitudes là, au sein de cette équipe. Est-ce que tu penses que c'est dans les compétitions européennes qu'on va voir ressurgir ça, peut-être? Parce que, c'est vrai qu'en Bundesliga, c'est un peu plus facile de survoler la compétition. Ben oui, alors il y a effectivement une activité importante, les arrivées, les départs. Le Bayern s'est affaibli à un poste qui est le poste d'arrière droit, où il a mal négocié les dernières heures du mercato. On a laissé partir Benjamin Pavard qui souhaitait partir en Italie, c'est un fait. Mais le problème, c'est qu'on a prêté aussi Josip Stanisic à Leverkusen. Et comme João Cancelo n'a pas souhaité revenir au Bayern alors que le Bayern était intéressé par continuer à travailler avec lui, ça fait 3 joueurs dont on s'est dépouillé, contraint ou par choix pour le prêt de Stanisic, à ce poste-là, de telle sorte qu'on a recommencé à retrouver les rumeurs dans la presse d'un Kimmich qui pourrait dépanner arrière droit, alors que lui ne souhaite pas du tout jouer à ce poste-là. Ça, c'est le point où on s'est affaibli. Pour le reste, c'est largement contrebalancé, je pense, on va le voir au fil des semaines, Mathieu, par le fait que Harry Kane, qui a coûté cher, mais c'est le prix d'un attaquant de ce calibre en ce moment, qui a coûté une centaine de millions d'euros, en gros, peut-être un peu plus au total. Mais il voulait partir et le propriétaire de Tottenham était quand même du genre à demander quand même, en dur négociateur quand même, il demandait beaucoup d'argent. C'est sûr, mais là, Harry Kane va non seulement fixer les défenses adverses, marquer des buts, profiter de la virtuosité, à défaut de fiabilité, des Gnabry, des Sané, des Kingsley Coman, mais
il installe aussi une nouvelle hiérarchie au sein du Bayern, c'est-à-dire que tout de suite, Harry Kane a été respecté, il a été porté au nu par les médias peut-être de manière un peu excessive, mais dans le club, ça fait du bien parce qu'il y avait besoin de hiérarchie. Joshua Kimmich voudrait tout faire, mais il ne peut pas tout faire. On ne peut pas être à la fois capitaine, jardinier, frapper les coups francs, frapper les corners, arrêter les tirs adverses, etc. Donc ça fait du bien. Et ça fait du bien aussi parce que Harry Kane, on l'a déjà constaté sur les premiers matchs, donne des conseils aussi sur l'organisation défensive. Et ça peut paraître un peu bizarre pour un attaquant de pointe, mais ça... On connaît le style d'Harry Kane, ceux qui suivent le football de façon Eh générale. oui, eh oui. Je dis pas qu'il ressemble à Karim Benzema, mais c'est un attaquant qui aime décrocher et soutenir l'équipe, même lorsqu'elle est en repli, et qui vient apporter parfois des solutions pour aider ses partenaires. Et donc si effectivement, on a parlé des joueurs qui ont dépouillé un petit peu l'effectif en défense. Il faut ajouter le départ de Sadio Mané qui était inéluctable. Au milieu de terrain, il y a eu du changement aussi. Plus de Sabitzer comme solution de repli, plus de Ryan Gravenberch non plus parti à Liverpool. Ça, on s'en mordra peut-être les doigts. Mais en tout cas, on a au moins fait venir Konrad Laimer de RB Leipzig. Mais Gravenberch n'a pas vraiment eu sa chance. Non, il n'a pas eu sa chance. Absolument. La dernière journée a été plutôt un échec au Bayern parce qu'il y a 2-3 dossiers qui n'ont pas abouti, dont Kyle Walker, défenseur latéral qu'on souhaitait faire venir de Manchester City, ça a échoué. On souhaitait faire venir un numéro 6, ça a échoué. Et on a laissé filer 2-3 défenseurs latéraux qui auraient pu être précieux au long de la saison. Au-delà de ça, et ça c'est une réaction à chaud et une analyse à chaud. Il y a peut-être des dirigeants du Bayern qui nous écoutent finalement quand on regarde les orientations du dernier mercato. Je plaisante, c'est correct. Non, mais en tout cas, il y a eu plein de bonnes choses aussi. Min Jae Kim a déjà montré en défense qu'il était un cador. Rafael Guerreiro est blessé pour un petit moment, mais il apportera forcément, y compris au milieu de terrain peut-être, Alphonso Davies semble avoir compris qu'il y a de la compétition parce qu'il connaît tout un début de saison en ce moment. C'est ça, on a recruté un intéressant gardien de but, un jeune gardien de but, Daniel Peretz du Maccabi Tel Aviv, qu'on n'avait pas forcément à l'esprit, mais qui va renforcer aussi avec Sven Ulreich au cas où Manuel Neuer ait du mal à se remettre sur pied. On est patient avec lui, mais peut-être qu'à un moment, on constatera qu'il faut passer à autre chose. Je n'en sais rien, on ne peut pas anticiper encore à ce niveau-là. En tout cas, on semble vouloir regarder du côté d'Ulreich comme numéro 1, parce qu'on n'a même pas conservé Yann Sommer qu'on a vendu à très faible prix en Italie. C'est exact. Mais donc, il y a une porte ouverte quand même à la concurrence en Bundesliga. On l'a dit, on le répétera ultérieurement. Mais c'est vrai que l'effet de cliquer, le levier, il se passe évidemment en février-mars, au moment où, une fois qu'on a correctement négocié les huitièmes de finale de Ligue des Champions, ce que tout le monde espère évidemment en Bavière, en quart de finale, on puisse se dire, bon voilà, on joue d'égal à égal avec un Real Madrid, avec une grosse écurie européenne, anglaise ou espagnole, et on se sente suffisamment fort, pas avec le seul Harry Kane, mais parce qu'on a construit au fil des mois qui ont précédé une vraie puissance, ce qu'on appelait avant l'arrogance bavaroise, pour pouvoir se faire respecter de tout le monde. C'est un vrai objectif, et effectivement, il y a eu beaucoup de changements. Un nouveau directeur sportif qui est arrivé, une direction nouvelle et ancienne à la fois, puisque Rummenigge et Eunès ont remis les mains dans la tambouille. Ça a changé beaucoup de choses. Il ne faudra pas que ça dure un autre 10 ans quand même. Ben voilà, c'est ça. Mais pour dire que le Bayern s'est activé, mais le Bayern est aussi en phase nouvelle. Donc on aura peut-être quelques incertitudes et il y aura peut-être quelques difficultés. Ce qui est certain, Mathieu, pour revenir aux vieilles logiques habituelles pour les grands clubs, c'est que Thomas Tuchel est obligé à la fois de gagner des matchs, l'entraîneur bien sûr, mais aussi de proposer un football exaltant. Parce que sinon, vous jetez un petit coup d'œil aux supporters bavarois et vous comprendrez tout de suite qu'ils seront mécontents s'il n'y a pas l'un, les victoires, ou s'il n'y a pas l'autre, un jeu emballant. Le Bayern est exigeant, ses supporters aussi. Et bon, mais il y a bon espoir. Il y a bon espoir parce que je trouve que malgré tout, le recrutement est bon et Harry Kane va apporter énormément. Et puis ça donne aussi un vrai bol d'air à la Bundesliga qui avait besoin d'une vedette de ce calibre. Oui, mais il n'y a pas juste que les vedettes en Bundesliga qui ont marqué ce mercato. Il y a aussi quelques petites surprises. Je vais en souligner quelques-unes comme ça rapidement. Moi, entre autres,
déjà Marcus Thuram qui quitte Mönchengladbach, ça, c'était pas surprenant, mais que Jonas Hoffmann quitte aussi Gladbach pour s'en aller au Bayer Leverkusen, qui a déjà un Florian Wirtz à sa disposition. Et là, Xabi Alonso, qui a l'équipe de plus en plus à sa main, joue avec 2 meneurs de jeu. Et il y a Moussa Diaby qui s'en va. Alors, on joue moins avec des alliés, on joue avec 2 meneurs de jeu, 3 défenseurs centraux, un attaquant de pointe qui est un Nigérian, Victor Boniface, dont déjà on commence à parler de lui comme étant un partenaire à Victor Osimhen, qui a été un peu la révélation nigériane, entre guillemets, mais aussi en Europe en tant que buteur. Et mine de rien, là, le Bayer Leverkusen connaît un sacré début de saison. Ça marque des buts, ça produit, l'équipe est en confiance. On sent que Alonso a vraiment, là, comme entraîneur, là, on sent de plus en plus sa patte et on commence à voir enfin les résultats de ce que lui veut voir collectivement sur le terrain. C'est l'équipe la plus impressionnante du moment. On a gardé Xabi Alonso qui lui-même a souhaité continuer et effectivement, il est en train d'installer une équipe à stature. C'est un peu surprenant parce qu'on s'est moqué pendant des décennies, je dis bien des décennies, du Bayer Leverkusen comme une équipe qui était fragile, qui était friable, qui échouait au moment où ça comptait, qui effectivement n'a pas pu gagner le championnat au moment où c'était, semble-t-il, faisable. Mais là, avec Xabi Alonso, on a un entraîneur statutaire, on a une équipe qui s'est fortement renforcée, on a une défense puissante, on a un milieu de terrain granitique, avec notamment Granit Xhaka, bien sûr, qui est arrivé, qui renforce fortement l'affaire. Tu parlais à juste titre de Jonas Hoffmann, et puis une révélation quand même, franchement, en pointe, Boniface. Quelle puissance, ce joueur de l'Union Saint-Gilloise, quelle puissance. Il bénéficie là aussi de la virtuosité des joueurs autour. Vraiment, les Leverkusen, pour moi, aujourd'hui, on parle très très tôt, hein. Il est le mois de septembre qui débute, la saison se lance. Le Bayer Leverkusen va être une écurie très dangereuse. Ils ont battu RB Leipzig déjà. Ils se font respecter. Et c'est un Bayer Leverkusen plus solide, plus fort que jamais. C'est une très belle équipe. On a évoqué un aspect quand tu disais tout de suite la façon de jouer. Ils n'ont pas forcément beaucoup de faiblesses. Et ça va être très intéressant de les suivre, Mathieu, à la fois comme challenger du FC Bayern, mais aussi dans leur campagne européenne, puisque le Bayer Leverkusen, là aussi, a un coup à jouer. J'en faisais un favori l'année dernière de la Coupe d'Europe. Ils ont fini par échouer, mais il faudra les surveiller avec une attention toute particulière cette saison. J'en fais un favori parmi 2-3 équipes du championnat d'Allemagne et de la compétition européenne, hors Ligue des Champions évidemment, parce que là, c'est encore une autre catégorie. Oui, mais ils sont dans un groupe là, qui est très prenable. Là. On y reviendra là, quand on va parler des tirages vite, mais il y a moyen de faire un sacré beau parcours. Et Alonso, on sent qu'il a des ambitions. Hein. C'est pas quelqu'un, visiblement, qui est allé prendre le travail d'entraîneur lorsqu'il est arrivé à Leverkusen dans le but de dire que je ne suis que de passage ou quoi que ce soit. Je pense qu'il veut faire ses preuves et montrer que aussi bien il était un milieu de terrain extrêmement polyvalent, et qui a réussi dans toutes les ligues d'Europe, ce qui est assez exceptionnel pour un joueur comme lui de sa trempe. Je pense que je ne l'ai pas vu mauvais, peu importe l'endroit où il jouait, alors qu'il y a des joueurs qui ont parfois du mal à s'adapter d'un endroit à un autre, puis c'est pas une tare hein, de dire ça nécessairement. Mais Xabi Alonso là-dessus est exceptionnel et je pense qu'il a des idées bien arrêtées sur l'équipe qu'il veut voir sur le terrain. On commence à en voir les fruits. Moi, quand je vois 2 meneurs de jeu sur un terrain avec Hoffmann et Florian Wirtz, ça doit faire peur à quelques adversaires. Un petit mot sur Dortmund, mais alors Dortmund a été actif aussi très tôt dans le mercato. On est allé chercher entre autres Rami Ben Sebaini pour remplacer le départ de Guerrero au poste d'arrière gauche. On est allé chercher Sabitzer, puisqu'il était disponible et que le Bayern de Munich a voulu s'en départir, et qu'on avait un poste au milieu de terrain à combler avec le départ de Jude Bellingham. Et à la dernière minute du mercato, on va chercher un attaquant, mais quand même un attaquant reconnu pour sa production régulière. Il était au Werder Bremen, mais maintenant il est à Dortmund. Ça, je ne m'attendais pas à ça. On est allé chercher Niklas Füllkrug, ce qui est un signe que Sébastien Haller n'est peut-être pas encore à 100% en mode confiance depuis son retour de sa longue maladie. Et on veut peut-être pas le mettre sous pression, mais on veut peut-être le décharger de toute la responsabilité au poste de buteur, parce qu'il faut bien l'avouer, le Borussia Dortmund, en ce moment, leur début de saison est assez poussif.
Moi, c'est le constat que j'en fais. On a eu énormément de mal à marquer des buts, malgré qu'on est capable de garder la possession du ballon. On a du mal à la finition. C'est comme ça, on n'avait pas digéré la défaite de l'an dernier aussi dans cette équipe. Je reviens encore à cette notion de caractère. Est-ce que ça va se trouver cette année? Et là, il y a une rumeur qui court au point qu'elle se fait entendre, là, parce que ça a des échos, en tout cas, jusque chez nous. C'est qu'Edin Terzic pourrait être remplacé et que Julian Nagelsmann serait envisagé comme étant le nouvel entraîneur de Dortmund pour le remplacer. Alors, malgré toutes les acquisitions au mercato, là, visiblement, on a des inquiétudes à Dortmund et ça arrive à un moment, mais ça, on va en parler plus tard, où le Borussia est dans le groupe de la mort en Ligue des Champions en plus. Oui, alors ça peut être une façon de se pousser du col, de se tirer vers le haut. La campagne européenne, ça peut être quelque chose où on se sublime, où on se surpasse. Ça, je pense que c'est du domaine du possible. Mais Dortmund, effectivement, tu as évoqué des aspects très importants. Il faut que Sébastien Haller digère son retour au plus haut niveau, après sa maladie importante, bien sûr, ce cancer qui a été soigné avec succès. C'est forcé qu'il y ait un calendrier, un timing pour lui difficile à gérer et qui dépasse largement le cadre de la scansion hebdomadaire des matchs. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a eu ce titre échappé à la 89e minute la saison dernière, forcément traumatisant. Les supporters sont encore cabossés, le club sans doute aussi. On a vu beaucoup d'émotions, un excès d'émotions sans doute aussi en fin de saison, et l'été n'a pas été suffisant pour colmater tout ça encore. Sabitzer, c'est bien, il faut qu'il s'intègre. Nmecha, c'est bien aussi, venu de Wolfsburg pour milieu de terrain, défense, c'est bien aussi. L'Américain Reyna est blessé aussi. Peut-être que son Bien retour va sûr. aider l'équipe. C'est un bon joueur. Là. Bien sûr, bien sûr. Le départ de Jude Bellingham, c'est énorme, c'est un truc énorme. C'est-à-dire que Jude Bellingham, il avait tiré la couverture à lui Il est rendu complètement. avant-centre au Real Madrid. Là. Oui, mais c'est un joueur tellement fabuleux, mais il avait aussi écrasé un petit peu le vestiaire la saison dernière et il prenait trop de place presque. Et aujourd'hui, évidemment, ça laisse un gouffre énorme. Parce qu'on voit Euh, au Real Madrid, ça confirme qu'il prenait de la place, effectivement. bah oui, bah Déjà à oui. son jeune âge. Je constate que Edin Terzic, c'est pas que je le constate, c'est qu'on le sait depuis toujours, Edin Terzic n'est pas un expert technicien de tout premier ordre. Il est fort pour colmater une équipe, il est fort pour concerner un collectif. C'est pas forcément le plus grand technicien de l'histoire des entraîneurs européens, donc il a peut-être des limites aussi à ce niveau-là. Alors tout dépend aussi des gens qui l'entourent. Je me souviens que Sébastien Kehl, le directeur sportif, était extrêmement fier d'avoir pu faire venir Niklas Füllkrug. Ça, c'est effectivement un beau renfort en attaque. On peut imaginer que si ça se passe pas trop mal pour Dortmund, il marque de nombreux buts cette saison. Mais aujourd'hui, tu as raison. L'équipe sur le terrain est empruntée, peu sûre d'elle. Et on a l'impression que ces espèces de fantômes psychologiques continuent de rôder. Et si un retard plus conséquent devait être pris, pour l'instant, il n'est que très restreint, ce retard-là, parce que Dortmund, malgré tout, a pris des points, chanceux parfois, notamment contre Cologne. Mais si ce retard devait s'amplifier, bien sûr, Mathieu, tu as raison, Edin Terzic va être en danger. Et Dortmund reste une écurie suffisamment alléchante, attirante, pour qu'effectivement, il soit éventuellement remplacé par un entraîneur de renom. J'ai pas d'informations sur la venue potentielle de Nagelsmann, mais pour ce qui est d'un Edin Terzic fragilisé, aucun doute là-dessus. Et il va falloir que Dortmund montre plus de choses si Terzic veut poursuivre son chemin avec le club. Ouais. Après, à mon avis, il y a aussi Gerardo Sohan à Mönchengladbach, dont, selon moi, le poste est en danger. Mais est-ce que la direction sportive a fait ce qu'il fallait aussi pour améliorer l'équipe? Bon, on a fait des acquisitions aussi à la dernière minute à Mönchengladbach, dans l'ultime droit, mais est-ce que ce sera suffisant? Visiblement, le départ de Marcus Thuram et Jonas Hoffmann n'a pas été entièrement comblé. Ça va être à suivre. Le très mauvais début de saison de l'équipe, ça laisse à présumer que lui aussi est sur la sellette. Mais c'est parce que tu parles. J'évoque ça parce qu'on parle beaucoup de lavage des entraîneurs. Alors peut-être j'essaie de faire un petit pari à savoir qui va sauter en premier en ce début de saison, mais ça sera à suivre. Une de mes surprises, moi, dans ce mercato, c'est l'Union Berlin.
Parce qu'à la date ultime de la fin de Mercato, j'apprends que Leonardo Bonucci, l'international italien, quitte la Juventus pour joindre l'Union Berlin. Ça m'est carrément tombé. En fait, j'en suis tombé en bas de ma chaise. Je m'attendais mais vraiment pas Exceptionnel. à ça. C'est exceptionnel. Et en plus, ça a presque rien coûté. Hein? Je le dis, là, c'était vraiment une surprise. Alors, je sais qu'on est allé chercher l'Américain Brandon Aronson, qui est un excellent meneur de jeu. Il va faire du bien à l'Union Berlin. On a prêté Jordan Sibache, l'attaquant, parce qu'on a Behrens qui produit assez fort, mais aussi parce qu'on est allé chercher Kevin Volland à Monaco. Alors, Kevin Volland, on sait qu'il est capable de produire en Bundesliga. Il l'avait fait avec le Bayer Leverkusen. Là, le problème, c'est qu'Aronson et Volland ont eu des cartons rouges en début de saison. Alors, peut-être qu'il va falloir corriger un peu la discipline. Malgré tout, l'Union Berlin connaît un fort début de saison. Et là, on va chercher Bonucci en défense. Moi, c'est ça ma grosse surprise. Est-ce que l'Union Berlin se dit, et Urs Fischer inclus, bien sûr, parce que Urs Fischer est indissociable, est-ce qu'on s'est dit, ce joueur-là, quand on va arriver en Ligue des Champions, parce que c'est la première fois qu'on y va, est-ce que c'est pas lui qui va nous aider justement dans cette compétition à aller chercher le petit cran supplémentaire pour être ce poil à gratter, notamment dans les compétitions européennes, surtout qu'on est dans le groupe où il y a le Real Madrid, entre autres? L'Union Berlin a complètement changé sa politique de recrutement. C'est un pari osé, c'est un pari hyper intéressant. Ils n'ont pas dépensé beaucoup. C'est un pari quand même bien mesuré. Là. Absolument, sur le plan financier, mais sur le plan du profil de joueur, on n'est plus du tout sur. C'est autre chose. Là. Ben oui, on n'est plus du tout sur des joueurs qui en veulent parce qu'ils viennent de la division inférieure, qui sont des fidèles. Il y a toujours des fidèles, évidemment. Bien sûr. Il n'y avait personne en Arabie Saoudite qui a donné 200 millions à Bonucci. Non, je rigole. Non, mais c'était très frappant. Mais effectivement, ces deux exemples nous suffisent. La venue de Folland, qui a quand même maintenant de nombreuses années de carrière derrière lui, à un niveau de club quand même assez élevé. Et que dire de Bonucci, qui est une superstar italienne. Union Berlin tente de... Comment on pourrait dire ça? La maison est solide. La maison est solide. On est sur quelque chose de. Ben, ça s'appelle Eisern Union, donc c'est un club de fer, quoi. C'est un club. Puis on a un entraîneur qui mène la barque et qui sait dans quelle direction on s'en va. Et les joueurs, à chaque année, les joueurs embarquent et suivent. Hein. Il n'y a personne qui remet en question son autorité. Mais c'est surprenant d'ajouter à ça des joueurs qui sont des tauliers aussi, quelque part. Un Bonucci, un Folland, il y en a quelques autres aussi qui sont dans cette veine-là, qui sont arrivés cette saison. Moi, je me demande effectivement, je suis assez d'accord avec toi, Mathieu, peut-être qu'on se dit, on a besoin d'un maximum d'expérience pour supporter le choc d'une apparition en Ligue des Champions, parce que c'est de ça dont il faut parler aussi maintenant. À l'Union Berlin, le club a maintenant cette stature, il est engagé en Ligue des Champions et on a besoin forcément, on s'est dit, parmi les dirigeants, on a besoin de joueurs qui ont connu cette affaire-là, qui sauront faire dégonfler les melons, les égos, les craintes éventuelles, les peurs, le trac de certains. Et c'est sûr que de ce point de vue-là, je pense que c'est un bon calcul. Après, sur le championnat, ça peut être très bien aussi, parce que ce sont des joueurs, on l'a vu là sur les premiers matchs aussi, même si Bonucci n'a pas joué encore. Non, il est arrivé à la fin du mois d'août, la dernière journée, alors que la saison avait déjà commencé. Mais on imagine bien que ça va être au diapason, c'est-à-dire quand il va falloir mettre le pied, faire la petite faute au milieu de terrain, etc. C'est des joueurs qui sont parfaitement dans le mood aussi, dans l'humeur, dans la façon de faire de l'Union Berlin. C'est vraiment séduisant. Hein, c'est pas Cristiano Ronaldo, c'est pas Messi, c'est pas Neymar, mais ce sont des joueurs qui parlent à tout le monde et qui vont apporter une énorme expérience à ce club. Je suis très intéressé de voir si on peut rééditer sur 2 saisons consécutives donc une telle performance que la saison dernière. Personne n'y croit en Allemagne, honnêtement. Hein. On n'imagine pas que l'Union Berlin fasse partie des 3-4 meilleurs clubs du championnat à la fin de la saison. On les imagine plutôt 5, 6, 7. Mais c'est intéressant. Mais à chaque fois qu'on les imagine là où ils devraient être, ils finissent généralement au-dessus de ce que les pronostiqueurs disent. Absolument, absolument. Et puis en Ligue des Champions, moi j'ai un fol espoir qu'on réussisse à se mettre à la hauteur du groupe. C'est pas du gâteau, mais ça va être très intéressant. On va en dire un mot après, je sais, Mathieu. Moi, je suis bluffé par l'activité de cette équipe, l'activité sportive, extra-sportive. C'est frappant, et à tel point qu'on en oublie le Hertha Berlin qui, lui, est dans les affres
de ses erreurs d'un passé récent. C'est l'Union Berlin aujourd'hui qui est à la mode à Berlin et dans toute l'Allemagne, on peut dire. Oui, mais franchement, rappelle-toi à l'époque qu'on avait commencé le podcast, Union Berlin venait d'arriver, on savait pas trop, et puis finalement, d'année en année, cette équipe-là nous bluffe comme c'est pas possible. Moi, franchement, je suis bluffé. Et quand je vois les matchs de l'Union Berlin et que je les vois jouer, je me dis, mais en face, on doit rarement aimer affronter cette équipe-là. C'est une équipe qui est combative. Et d'ailleurs, bon, ils ont perdu leur premier match, ils ont manqué de discipline, et ils ont perdu contre Leipzig, dont je vais glisser un mot juste après. Mais avec Urs Fischer et avec les joueurs qu'il y a dans cette équipe-là, justement, moi, je vois pas de problème de caractère dans cette équipe-là. Elle est capable de rebondir. Et rappelons-nous que l'an dernier, ils ont été premiers pendant quelques semaines en plus. C'est le genre d'équipe, puis on dirait qu'ils ne sont pas dérangés par les facteurs extérieurs ou mettons, ils sont plus hauts que prévu, la pression va finir par les atteindre, ils vont redescendre. Alors oui, ils redescendent un peu, mais ils ne redescendent pas tant que ça. On dirait qu'à chaque année, ça se bonifie encore et encore. C'est en Ligue des Champions que j'ai hâte de voir, mais on va en parler un petit peu plus tard. Là, je veux dire un mot sur Leipzig parce que ils n'ont pas eu peut-être le mercato le plus flamboyant. Alors, tu as Christopher Nkunku, qui était un des meilleurs buteurs de la Bundesliga, qui est parti, mais ça, on le savait. On se disait, mais comment Leipzig va le remplacer? Ben, visiblement, la saison a commencé avec le message pas de problème. On a un Dani Olmo qui, tout à coup, est sorti. Est sorti avec, en tout cas, je ne sais pas trop ce qui est arrivé avec lui, mais c'est rendu qu'il marque à tous les matchs. La nouvelle acquisition, Luis Openda, qui est arrivé de la Ligue 1 en France, qui avait déjà fait sensation à Lens. Il démarre très bien la saison à Leipzig. Il a marqué presque à tous les matchs. Et il y a un joueur, moi, qui me bluffe et qui me surprend. C'est la jeune sensation des Pays-Bas, Xavi Simons, au milieu de terrain, qui est vraiment en train de faire la loi dans cette équipe alors qu'il n'a que 20 ans. Alors, quand je regarde ça et que je vois le début de saison de Leipzig, qui, en plus de ça, remporte la Supercoupe, ce qui est une revanche par rapport à la Supercoupe contre le Bayern l'année précédente. Et on sait, Emile Forsberg l'a répété, on a des aspirations au titre. Je pense que les 2 Coupes d'Allemagne, les 2 premières de l'histoire du club, il y a un appétit dans cette équipe-là. Mais je regarde comment l'équipe fonctionne, alors que le mercato n'a pas été tonitruant. Et je suis en train de me dire, est-ce que Marco Rose n'est pas en train, un peu comme Xabi Alonso avec Leverkusen, n'est pas en train justement d'avoir l'équipe à sa main là, avec le RB Leipzig. Quand je regarde comment cette équipe-là joue, elle montre de la confiance. Complètement. Xavi Simons sur le dernier match a été éclatant. Alors il fera pas forcément. Quel but qui a marqué. Ben oui, c'est ça. Ça a été éclatant. Il fera pas forcément il ne jouera pas une telle partition chaque semaine peut-être. Mais il faut le dire d'emblée, Mathieu, pour pas tourner autour du pot. J'en fais l'un des 3 favoris pour le titre avec Leverkusen, le Bayern et le RB Leipzig sera dans un groupe de Ligue des Champions à la fois difficile et abordable, puisqu'on y reviendra, mais il y a un gros et 2 moins forts. Et le RB Leipzig doit aujourd'hui s'installer dans une continuité, parce qu'il y a effectivement cette signature de jeu. On sait qu'il y aura des petites rechutes. On l'a vécu contre le Bayer Leverkusen, ils ont trouvé plus fort. Mais c'est un club là aussi très excitant sur le plan du jeu, ça va très vite. Openda, super recrue. Je pense que les Lensois regrettent son départ, bien sûr. On a parlé de Xavi Simons, il y en a quelques autres. Je peux reprendre la liste avec toi ici très, très simplement, mais les choix sont bons. Christopher Lenz de l'Eintracht Francfort, ça peut apporter quelque chose. Baumgartner, ça va solidifier aussi le milieu de terrain, c'est très bien. Et puis les jeunes aussi, les très jeunes, Seiwald et Šeško, qui sont venus du RB Salzbourg, ont tout à fait le droit aussi de franchir un nouveau palier après la Bundesliga autrichienne et de devenir... Bon, c'est vrai qu'on était en supériorité numérique contre l'Union Berlin, mais Šeško est sorti du banc, a marqué 2 fois. Oui. Donc, alors évidemment, il y a toujours beaucoup de mouvements. André Silva est parti, Gvardiol est parti aussi, ça va peser lourd en défense, bien sûr. Alstenberg a voulu retourner vers Hanovre. Jusqu'à maintenant, ça leur pèse pas trop. Puis même le gardien substitut fait le boulot parce que Gulacsi est encore blessé. Gulacsi est en train de reprendre doucement. Il espère revenir à son meilleur niveau, mais le remplaçant Blaswich est excellent, je trouve. Il est même presque meilleur que le titulaire. Dominique Szoboszlai parti, Nkunku parti, Leimer parti. Ça fait beaucoup de mouvements, mais on a la sensation qu'à Leipzig, on a souvent des solutions instantanées.
Est-ce que c'est grâce à la boisson énergétique que c'est bien célèbre? Je ne sais pas. Non, mais ils sont bluffants. Ils sont bluffants toujours. Il y a des moyens, c'est vrai. Il y a un savoir-faire, c'est vrai. Mais il faut arriver à intégrer les nouveaux à chaque fois. Franchement, les recrues top. On veut du bon Openda, on veut du bon Xavi Simons. Les jeunes aussi, parce que même si Simons est jeune, il est déjà un peu affirmé. Il avait eu l'occasion par-ci, par-là de montrer son talent au Paris Saint-Germain aussi. Voilà, on a un gros là, on a un client. Et j'espère qu'ils iront loin aussi en Ligue des Champions, qu'ils passeront l'hiver en Ligue des Champions parce que c'est une équipe qui peut terroriser beaucoup, beaucoup de monde. On a des belles écuries là cette saison. C'est peut-être le fil rouge aussi de notre premier podcast, Mathieu. C'est pas seulement le Bayern, il y a des arguments ailleurs et ça fait forcément plaisir. En tout cas, tu parlais de boissons énergétiques, j'avais quasiment le goût de lancer à la blague que peut-être Max Verstappen en donnait un peu de sa domination fracassante en Formule 1 au point il en que met dans son j'arrête de réservoir. suivre les courses, puis il en donne un peu au RB Leipzig. Enfin, oui. on a plaisanté. Il y a un dernier point du mercato que je vais couvrir avec toi avant de passer justement à la Ligue des Champions et les autres compétitions européennes, le tirage au sort, c'est Francfort. Parce que ce qui semblait au départ être, on va dire, un été plutôt tranquille, tout tournait autour du possible transfert de Randal Colomwani. Et là, quelques heures avant que le mercato prenne fin, même quelques jours avant, Francfort vend 2 de ses attaquants. Alors là, on se dit, s'ils vendent 2 de ses attaquants, ça veut dire qu'ils veulent garder Randal Colomwani. Ils ne peuvent pas se départir de leur meilleur attaquant quand t'en vends 2. Eh bien non. Ils ont fini par le vendre au Paris Saint-Germain pour 90 millions alors qu'ils laissaient sous-entendre la direction de Francfort qu'on voulait plus que ça. Alors moi, je ne veux pas parler de la grève du joueur ou quoi que ce soit parce que je pense qu'on en a beaucoup parlé, puis bon, on a tous une opinion là-dessus. Moi, la chose qui m'a frappé, c'est de savoir mais pourquoi Francfort a fini par accepter l'offre du Paris Saint-Germain, qui était la même qu'ils avaient refusé quelques heures avant. Ça, c'est le premier point. Et pourquoi l'avoir accepté quand tu savais que tu avais déjà vendu 2 attaquants et là, tu te retrouves avec probablement pas de vrais attaquants. Je ne dis pas qu'il y en a plus, mais pas d'attaquant de la pointure de Randal Colomwani, alors que Francfort est tout ça en compétition européenne, même si c'est plus faible que l'an dernier, et que tu veux aspirer à te requalifier. Francfort est quand même une équipe en Bundesliga qui a quand même quelques ambitions. Et on a changé d'entraîneur, certes, mais cet entraîneur-là ne veut certainement pas se contenter de ce que j'appellerais de minces morceaux de bout de pain, quoi, pour arriver à quelque chose cette année. Alors moi, je me pose la question, pourquoi la direction finalement obtempéré au transfert de Randal Colomwani au PSG à la dernière minute, sachant qu'on avait vendu 2 autres attaquants et qu'on n'a peut-être pas grand monde pour remplacer cette jeune pépite, que d'ailleurs, Francfort a réussi à aller chercher librement à Nantes. Donc, 90 millions, c'est vrai que ça se prend bien, mais c'est plus dans la façon. C'est-à-dire donc d'accepter après avoir refusé la même offre et aussi en sachant que tu n'as personne derrière pour compenser et peut-être que tu n'avais pas non plus à la dernière minute quelqu'un à aller chercher pour justement accepter de le vendre. Moi, c'est sur ce plan-là que je trouve ça mystérieux, David. Oui, c'est une équation qui a sans doute été difficile, un peu cornélienne pour les dirigeants de Francfort au dernier moment. Markus Krösche, le directeur sportif, est peut-être le meilleur directeur sportif du pays, donc c'est quelqu'un qui a forcément fait ce choix en conscience. Markus Krösche, il a été formé, il a eu les diplômes d'entraîneur, c'est lui qui avait recruté Steffen Baumgart à Paderborn pour faire monter l'équipe. Ça a fonctionné. C'est un excellent directeur sportif, et ils ont fait ce choix, sans doute difficile, en conscience. Laisser partir un joueur pour 90 millions d'euros, on est donc assez proche des 100 millions qu'on a fait venir pour rien de Nantes, c'est forcément une excellente opération. Sur le plan budgétaire, sur le plan de la sécurisation des finances, c'est excellent. Sur le plan sportif, évidemment, il va y avoir forcément un sas de décompression parce que vous avez laissé partir Raphaël Borré, vous avez laissé partir Colomwani, vous avez laissé partir Lindström. C'est des joueurs qui étaient hyper intéressants. Vous avez fait venir, certes, des joueurs connus. Omar Marmouche de Wolfsburg, c'est pas mal. Jessine Gandkam d'Hertha Berlin, c'est pas mal. Mais
c'est pas le même calibre. Et donc, il faut s'attendre à des matchs peut-être où c'est un peu laborieux, quoi. Où la puissance, la solidité de Francfort s'exprime, mais pas son réalisme. On peut imaginer. Malgré tout, le travail est quand même pas mal. On faut ajouter à ceux que je viens de citer Nkunku de Saint-Etienne, qui est une bonne recrue, Philippe Max, PSV Eindhoven, qui était prêté, qui maintenant est confirmé comme achat, le latéral machine à centrer, c'est intéressant aussi. Dina Bimbe, pareil, qui était prêté par le Paris Saint-Germain, qui est confirmé, c'est bien. Knauf, prêté par Dortmund aussi, le petit ailier offensif, c'est pas mal du tout, confirmé en achat. Donc c'est plutôt intelligent, avec Robin Koch aussi, qui est prêté de l'Angleterre. C'est pas le niveau Colomwani, par rapport à ce qu'on a vu sur la saison dernière de Colomwani, qui doit encore confirmer lui aussi, par ailleurs, à Paris Saint-Germain, Mathieu, hein, et en équipe de France. Mais voilà, c'est pas mal. Elias Skiri aussi, venu de Cologne, c'est un très bon milieu de terrain, le Tunisien. Voilà, c'est pas en ajoutant une somme de joueurs qu'on fait une star, qu'on remplace une star, mais je pense que quand même, on a bien réfléchi sportivement à Francfort. Ça va pas être facile d'aller chercher les toutes premières places et d'être forcément brillantissime en Coupe d'Europe. Je rappelle qu'ils sont qualifiés pour l'Europa League Conférence. Ils sont sortis des barrages. On va peut-être ramer sur certains matchs, souffrir un peu, serrer les fesses, devoir se serrer les coudes. Ça va pas être forcément hyper brillant offensivement, mais quand même, je trouve que globalement, ils ont gardé le cap. Et puis, il fallait faire un choix, le garder contre son gré, le laisser partir pour une grosse somme. Je pense que quand même, Mathieu, c'est pas un mauvais choix à l'arrivée. À moins que pendant la première moitié de saison, si on voit qu'il y a des manques avec l'argent reçu, peut-être, Voilà. je dis pas qu'ils vont dépenser 90 millions, mais peut-être qu'on va investir dans ce qui manque pendant l'entre-saison pour compenser. Surtout parce que la compétition va être féroce pour les dernières places européennes. Il y a des équipes dont on n'a pas parlé parce que, probablement, pas parce qu'ils ont. Pas parce qu'ils n'ont rien fait de spectaculaire, mais pour moi, il y a des clubs comme Fribourg, par exemple, qui restent nommément stables et le début de saison le prouve. Ils vont faire partie de la compétition et de la discussion. Alors, avec la compétition et avec la montée en puissance de probablement Leverkusen et même Leipzig et l'Union Berlin qui va rester dans ce groupe-là, il va y avoir de la compétition. Même Wolfsburg va peut-être participer. Ils ont un Jonas Wind, là, le Danois, en attaque qui est pas mal. Puisque tu parles de record de buts à tous les matchs, là, il y a quelques joueurs, si tu trouves, en début de saison, qui sont ressortis du lot dont on ne parlait pas, alors que je me posais la question, mais là, Lewandowski est parti, Nkunku est parti, Alan est parti. Qui va prendre la relève en attaque? Ben, jusqu'à maintenant, on en a de la relève et ça annonce une compétition très intéressante. Puis on aura l'occasion certainement d'y revenir parce qu'il y a des noms qu'on a mentionnés là ou qu'on a juste soulignés comme ça brièvement. On risque d'en parler beaucoup plus en détail, dépendamment de la suite de la compétition. Là, je passe très vite, mais on va regarder ça ensemble parce qu'il y a quand même des petites choses à dire qu'on n'a pas dites encore sur le tirage au sort, justement, des compétitions européennes, à commencer par la Ligue des Champions. Le Bayern Munich est dans le groupe A avec Galatasaray de Turquie, le FC Copenhague au Danemark et un vieux rival. Disons un rival qui a marqué les esprits en 1999 lors d'une finale de Ligue des Champions historique, le Manchester United. L'équipe d'Angleterre qui est dans le groupe A. Alors, je sais que tu en as glissé un mot sur cette confrontation historique de 1999 sur RFI, mais ça serait bien que tu y reviennes un peu là-dessus parce que de les retrouver comme ça, le Bayern et le Manchester United dans le groupe A, comme étant probablement les deux équipes de tête, c'est vrai que ça va marquer un peu les esprits pour les éminences grises, parce que nos cheveux grisonnent, bien sûr, qui avons connu cette époque où en 1999, ça avait été une finale où on ne s'attendait pas à ce résultat final où le Bayern menait 1-0. Ils ont plusieurs fois les moyens de tuer le match parce qu'ils dominent cette finale. Et à la dernière minute, on a un type qui sort du banc, Ole Gunnar Solskjaer, pour ne pas le nommer, qui change la donne et Manchester United marque 2 fois et gagne la Ligue des Champions. C'était ça, le match historique dont je voulais parler. Et je me souviens très bien de ce match d'avoir vu. J'en croyais pas mes yeux. Et j'ai encore cette image-là en mémoire. Alors, est-ce que, malgré le fait que Alex Ferguson n'est plus là, c'était plus les mêmes joueurs, ça fait quand même longtemps, est-ce que quand même cette petite page d'histoire va marquer un peu cette confrontation dans la phase de groupe du groupe A?
Bon, c'est les deux grosses équipes, bien sûr, de ce groupe. Il y a d'autres cas de groupe où on a aussi un 2+2 avec deux équipes largement supérieures en théorie et deux équipes plus faibles. C'est le cas de ce groupe. C'est très médiatique, cette affaire-là. Effectivement, moi-même, j'ai été très marqué. J'ai eu l'occasion d'en parler régulièrement. Ça avait été une espèce de... La foudre qui est tombée 2 fois sur Oliver Kahn, mais non, non, mais c'est un scénario classique du football. Ben, C'est-à-dire, avec son congédiement, ça en fait 3. Non, je rigole. oui, Je oui, parle de oui. la passée. Bon. Vous menez 1-0, vous frappez le poteau, vous devriez mener 2-0, mais le tableau d'affichage reste à 1-0, et puis finalement, vous vous faites reprendre et battre 2 fois dans les arrêts de jeu. C'était terrible. D'ailleurs, le Bayern a rebondi avec Otmar Hitzfeld 2 ans plus tard en allant chercher la même compétition en gagnant contre Valence au tir au but en 2001. Mais c'est très médiatique, ce rappel-là. Évidemment, nous, ça nous a rappelé, dès qu'il y a eu le tirage au sort, les premières analyses, ça a été ça, les premiers commentaires, ça a été ça. Mais on n'est plus du tout à la même époque. Les joueurs, les dirigeants ne vont pas faire appel à ce levier-là pour se motiver, ni d'un côté ni de l'autre. On peut supposer que le Bayern a quand même de l'avance, parce que Manchester City s'est égaré. United, merci, merci. Merci Mathieu, effectivement, c'est pas tout à fait le même club. L'un est rouge, l'autre est bleu. City, on va en parler un peu plus tard. Voilà. Mais Manchester United est forcément à surveiller de près, mais ils ont eu quand même quelques égarements sur les temps récents, les dernières saisons. Et on peut imaginer que le Bayern soit un peu en avance sur le plan sportif, quoique. Mais ça va se jouer entre ces deux-là. Encore une fois, c'est très médiatique ce souvenir, et je ne pense pas que ça soit un argument, un levier quelconque sportivement au moment d'entrer sur le terrain quand on va se retrouver au début de l'automne. Dans le groupe C, on en parlait justement tantôt, mais là, on va revenir un peu là-dessus. L'Union Berlin qui va jouer contre le Real Madrid, Napoli, l'équipe de Naples, donc, et le Sporting Braga, donc l'équipe portugaise. Alors, le Real Madrid a beaucoup de blessés en début de saison. Et en plus de ça, Karim Benzema a quitté pour l'Arabie Saoudite. Ça laisse plusieurs points d'interrogation jusqu'à ce que, comme je le disais ironiquement, Jude Bellingham devienne tout d'un coup le nouveau numéro 9 et connaît tout un début de saison avec le Real Madrid, qui semble très bien s'accommoder de ses nombreuses absences. Hein. Thibaut Courtois, qui est blessé, Eder Militao, qui est blessé, et là, Vinicius, qui s'est blessé aussi. Il y a peut-être un coup à jouer dans le groupe C, même si le Real Madrid et Napoli restent pour moi les favoris. Mais même considérant qu'il n'y a pas de blessés, et on regarde, on a parlé tantôt de l'acquisition de Bonucci, entre autres, et de Kevin Volland de l'Union Berlin. Est-ce que pour cette équipe-là, il n'y a pas moyen de jouer le rôle de poil à gratter dans ce groupe pour venir causer des embêtements, même aux équipes de tête, pour se montrer compétitif et qui sait peut-être aller chercher une troisième place qui amènerait à ce moment-là une participation en Ligue Europa à la ronde des 32, par exemple? Bien sûr, tu fais comme souvent une très bonne lecture. C'est un groupe énorme. C'est un groupe, pour moi, le plus gros groupe de cette compétition, même si celui du Paris Saint-Germain, si on considère l'épouvantail Newcastle, est un gros groupe aussi. Mais c'est un groupe absolument énorme parce que Braga est devenu une vraie pointure européenne, quoi qu'on en dise. Et l'Union Berlin, avec son Bonucci en défense, qui va vous cimenter tout ça, ça va être un adversaire infernal pour les opposants. L'Union Berlin doit rêver à se mettre à la hauteur des trois autres, Naples, le Real, Braga, et en faisant cela, les dirigeants d'ailleurs l'ont laissé entendre, en faisant cela, si on atterrissait, si on échouait, dans le sens échouer sur une belle plage de sable fin, si on échouait à la 3e place, ce serait la poursuite de l'aventure européenne et ce serait donc la continuité du projet Union Berlin. Donc tout a gagné dans ce groupe-là, du prestige, des bonnes surprises, embêter les adversaires parce que ça on en est certain, et puis atterrir. C'est pas dans le pire des cas, parce que le pire des cas serait bien sûr d'être 4e dans un groupe comme ça sur 4 concurrents, mais 3e, ça irait bien aussi, on s'en contenterait et on ne serait pas atteint psychologiquement sous prétexte qu'on n'a pas réussi à sortir Naples ou le Real. J'ai un grand espoir sur ce groupe, on va le suivre de très très près. C'est très excitant et l'Union Berlin était évidemment l'épouvantail principal du 4e chapeau avec Newcastle. Là, il y a des matchs qui vont être costauds et il va falloir mettre son bleu de chauffe. Super groupe,
Naples, le Real, Union Berlin, Braga. Prenons notre souffle parce que ça va être magnifique, Mathieu. Ah oui, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Je ne sous-estime pas l'Union Berlin dans ce groupe-là. Ils vont ils gagneront peut-être pas la qualification. En tout cas, s'ils y parviennent, tant mieux, tant mieux. Mais ils vont donner bien du fil à retordre à leurs adversaires, j'en suis persuadé. Et là, on passe au groupe F, qu'on a baptisé le groupe de la mort. C'est ce que j'ai dit tantôt. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement le cas, mais quand on regarde l'identité des équipes entourant le Borussia Dortmund, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain, l'AC Milan, qui a un long historique en Ligue des Champions et qui a connu un très beau parcours l'an dernier, et Newcastle, nouvel arrivant, mais qui va vouloir faire ses preuves et qui a un bon début de saison en ce moment en Ligue anglaise. Alors, je me dis, c'est un groupe pour Dortmund, là, quand on voit le début de saison poussif, il va falloir qu'on se replace vite si on veut justement aborder la compétition pour être en bonne posture. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe un peu hétérogène, même si en termes de niveau, ça s'équivaut un peu partout. Alors, il va falloir que le Borussia Dortmund soit à son maximum dans ce groupe F. Parce que, bon, le Paris Saint-Germain, c'est vrai qu'on l'a critiqué ces dernières années, mais là, il semble qu'avec Luis Enrique, puis le début de saison, la façon dont on a fait le recrutement et on a vendu des joueurs aussi pour une fois, on semble commencer à montrer. Ce n'est qu'une hypothèse, là, on va attendre la confirmation, mais on semble montrer enfin un début de cohérence. L'AC Milan, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience et c'est encore une équipe compétitive en Serie A en ce moment. Et ils ont été, comme je l'ai dit, très loin l'an passé. Ils ont un très bon gardien qui s'appelle Mike Maignan. Donc, c'est pas facile, surtout que Dortmund a du mal à marquer des buts. Puis Newcastle, c'est une équipe dynamique qui est prenable, mais il ne faut pas la sous-estimer non plus. Alors, je me dis, dans quelle disposition Dortmund va falloir qu'on trouve la carburation pour espérer terminer dans le top 2 de ce groupe F et se qualifier pour la ronde des 16. Ouais, c'est un groupe hyper costaud. L'AC Milan n'est pas l'AC Milan de l'époque où Carlo Ancelotti était joueur. Ah oui, avec Inzaghi qui marquait des buts à la limite du hors-jeu. Il faut pas en faire un client plus gros qu'il n'est, mais ça reste l'AC Milan et il y a une culture européenne inégalée dans ce club-là, si ce n'est bien sûr le Real Madrid. Newcastle, il y a des faiblesses, il y a des failles. C'est une équipe qui a des moyens, qui est en cours de structuration, mais qui n'est pas encore ni Chelsea, ni Manchester City. En termes de Euh, maturité, c'est vrai. et Paris Saint-Germain part sur quelque chose de nouveau. Pas de Neymar, pas de Messi, Pas de Verratti. pas de Verratti, qui vient de partir vers l'Arabie Saoudite, Pas de effectivement. Sergio Ramos. Et Dortmund, je fais l'hypothèse, on l'a formulé tout à l'heure, que ça peut être justement la récréation pour un Dortmund qui serait un peu souffreteux en championnat. Il l'a été sur les 2-3 premières journées, là. Pas terrible. Ça tout saute, quoi. C'est pas un jeu très emballant et c'est assez inquiétant. Peut-être que la Ligue des Champions peut être l'occasion, je dis bien, on n'a aucune certitude, de jouer sans frein, de jouer sans retenue et d'aller perturber ces équipes autour, prestigieuses, comme on a pu le faire par le passé lorsque Lewandowski était allé planter je ne sais pas combien de buts contre le Real, 4 ou 5. Voilà, on a une équipe qui a malgré tout... Dortmund, c'est ça. Elle est vue comme ça par les adversaires. Mais ça va être un groupe très difficile. Dortmund était dans le chapeau 2. Elle se retrouve avec l'AC Milan chapeau 3, Newcastle chapeau 4. C'est un très mauvais tirage. Voilà, simplement, il y a une possibilité, des petites failles dans les trois adversaires. Il va falloir les exploiter. Sinon, on n'aura pas d'espoir. Mais j'ai peur que le Dortmund actuel, je dis bien, celui qu'on n'a pas encore vu avec Niklas Füllkrug notamment, soit pas de taille à aller chercher l'une des deux premières places. Ça va évoluer au fil des semaines et on espère que Dortmund va pouvoir se lâcher un peu et oublier les tourments récents. Ben, une des clés peut-être aussi, c'est que l'an dernier, Dortmund était quasiment intouchable à la maison. Si c'est le cas en Ligue des Champions, Dortmund devrait pouvoir passer. C'est vrai, tu as raison. C'est ce que je dis, voilà, j'en dirai pas plus. Et enfin, le groupe G, là, tu vas pouvoir dire Manchester City, puisqu'effectivement, on y retrouve l'équipe de Pep Guardiola, championne en titre de la Ligue des Champions, avec le RB Leipzig, qui avait affronté Manchester City, puis qui avait assez bien fait au match aller en série, ce match-là de 1-1 notamment.
Et on retrouve aussi l'Étoile Rouge de Belgrade et les Young Boys. Alors, dans cette équipe, dans ce groupe, pardon, je pense que le RB Leipzig est quand même en bonne posture pour se qualifier, même si c'est Manchester City qui devrait survoler largement ce groupe. Leipzig, je pense, est supérieur à l'Étoile Rouge et aux Young Boys. Je pense qu'on n'a pas à aller plus loin que ça. Et quand on voit le début de saison de Leipzig, j'ai pas grand-chose à craindre pour leur qualification dans la ronde des 16. Effectivement, on peut faire vite là-dessus, Mathieu. Leipzig est arrivé au stade de son développement qui a été stratosphérique, qui a été rapide, qui a été précoce, qui a été efficace. Son développement depuis 10 ans, 10-12 ans. Il est arrivé au stade où il doit aujourd'hui encaisser un scénario où on prendrait une raclée contre Manchester City en Angleterre, on aurait des défenses regroupées face à nous, avec Belgrade, avec peut-être les Young Boys. Leipzig doit faire partie des deux premiers, Leipzig doit arriver en huitième de finale, et Leipzig doit avoir un espoir, que ce soit 20, 30, 40 ou 50%, de se qualifier en huitième de finale pour aller même un stade au-dessus. On en est arrivé à ce stade du développement où le RB Leipzig maintenant se stabilise dans les places, dans le top 5 du championnat d'Allemagne, peut-être top 4, peut-être top 3, peut-être mieux, et donc doit exister en Ligue des Champions dans un groupe où là il y a deux gros ou semi-gros et deux équipes plus faibles parce qu'elles ont moins de qualité tout simplement. Young Boys, je les ai commentés une ou deux fois en Europe la saison dernière. C'est intéressant, mais c'est pas du niveau Ligue des Champions. Et l'Étoile Rouge, c'est pareil. On parlait du bouquin, du livre sur les prestigieux clubs du passé et les nations perdues du football. La Serbie en fait partie. On y revient, je savais qu'on allait y revenir. Non, mais ça, bah voilà, l'Étoile Rouge Belgrade, typiquement, vous lirez avec intérêt le travail qui a été fourni par le collègue, le confrère sur la Serbie. Il y a plein de raisons qui nous font dire aujourd'hui que sportivement, l'Étoile Rouge Belgrade ne peut pas rivaliser avec un club qui se stabilise en Ligue des Champions comme le RB Leipzig. Donc, Leipzig, direction les huitièmes à l'une des deux premières places. Quand même intéressant qu'on ait dans les 4 équipes allemandes dans la Ligue des Champions, 2 qui, entre guillemets, seraient étiquetées Allemagne de l'Est à une certaine époque. Puisqu'on parle d'histoire, l'Union Berlin, plus que l'Hertha étant identifié à la portion Est de la ville, sûr. Et donc l'Allemagne de l'Est, et Leipzig, bien sûr, qui est une ville qui est à l'Est, évidemment, et qui aspire peut-être à redorer le blason de cette région, parce que depuis la réunification de l'Allemagne, c'est quand même les clubs d'Allemagne de l'Ouest qui ont pas mal dominé la compétition, surtout avec le Bayern, bien sûr. Quoique le Bayern, évidemment, n'est pas juste à l'Ouest, c'est au Sud. Mais ça, c'est une autre histoire. On passe en Ligue Europa et dans le groupe A, on a Fribourg avec justement une équipe serbe, le Bachka Topola, mais aussi on a l'équipe grecque de l'Olympiakos et une équipe anglaise qui se défend très bien depuis les dernières années, c'est West Ham. Est-ce que Fribourg, connaissant Christian Streich, Fribourg commence à prendre l'habitude des compétitions européennes? On ne peut pas dire que c'est une équipe en manque d'expérience. Moi, je me dis, à part West Ham, il y a moyen pour Fribourg de terminer peut-être deuxième du groupe A et se qualifier pour le tour éliminatoire dans cette Ligue Europa. Si on négocie bien les affrontements contre Olympiakos et le Bachka Topola, David. Exactement ça, Mathieu. Fribourg commence à prendre de l'étoffe européenne. On les a vus intéressants, je les commentais aussi sur les 2 dernières saisons. On les a vus intéressants se mettre à la hauteur de clubs connus en Europe. Au niveau de cette compétition, c'est leur niveau, même s'ils ont échoué de peu pour aller en Ligue des Champions. Ils connaissent un bon début de saison, donc ça semble pas mal bien rodé là aussi. Oui, alors il y a encore des petits crashs, des moments où l'équipe explose un peu à l'extérieur notamment, ça peut arriver en Allemagne. Mais ça, c'est quelque chose qui, dans l'histoire, avec Christian Streich, c'est quelque chose je trouve, qui arrive régulièrement, mais on Absolument. dirait que ça ne les affecte pas le match suivant. Exact. C'est ça, je dis, c'est là qu'on voit la stabilité du club. Ça peut arriver qu'à un moment donné, on soit déclassé, mais on arrive à tourner la page et puis on revient aux fondamentaux la semaine suivante et puis on bat un adversaire ou on redevient compétitif. C'est un peu une marque de fabrique de cette équipe. Très juste. Je pense qu'il n'y a pas de marge suffisante pour aller rivaliser avec West Ham, qui est devenu une écurie forte avec les moyens britanniques et anglais en particulier.
qui est en plus champion d'Europe sortant, puisque je crois qu'ils ont remporté une petite Coupe d'Europe il y a quelques semaines, quelques mois. Donc ça va être le favori du groupe, mais l'Eintracht, j'allais dire. Oui, j'allais dire l'Eintracht, mais c'est un lapsus intéressant parce que c'est des clubs qui ont un peu les mêmes qualités de rigueur et de combativité. Fribourg, ce serait bien de poursuivre l'aventure là aussi, mais il n'y a pas énormément de marge. C'est-à-dire qu'on va potentiellement perdre peut-être des points à l'extérieur, faire peut-être des nuls, qui va obliger à être performant à la maison, donc ça va peut-être donner un peu de pression. On fait confiance à l'entraîneur Christian Streich pour bien cornaquer ses joueurs, c'est là où il est le meilleur, mais on n'attend pas de Fribourg tout de suite une victoire en Ligue Europa, bien sûr. Donc, mais voilà, pour les situer, ils ont la carrure désormais, tu l'as bien dit Mathieu, pour passer ce tour et pour aller se frotter au match aller-retour du printemps. Ouais, c'est aussi un peu comme Moussichard avec Union Berlin. Christian Streich, il sait ce qu'il veut. Ça fait longtemps qu'il est là à Fribourg. Il y a une stabilité qui passe par lui et j'ai le sentiment, quand je vois cette équipe-là performer, on y va toujours un match à la fois. Et ça, je trouve que c'est bon pour forger une solidité de caractère au sein de cette équipe. Quand je la regarde jouer, d'ailleurs, je trouve que la force de caractère est une des marques de fabrique de Fribourg. Ça va être à surveiller en Ligue Europa, mais ils n'ont pas sous-performé dans les compétitions. Puis c'est pas grave non plus, c'est pas la fin du monde si on ne gagne pas. Mais on ne l'aborde pas non plus avec l'idée de se dire, un peu comme certaines équipes, comme le discours défaitiste que j'entends en France, ah ben oui, on est dans les compétitions européennes, mais on fait tourner, puis advienne que pourra. Non, c'est pas le discours que je suis certain que c'est pas ce genre de discours que Christian Streich tient à ses joueurs dans le vestiaire. Et dans le groupe H, dernier groupe, donc en Ligue Europa, ben on en parlait, hein, le Bayer Leverkusen avec l'équipe du Karabakh, l'équipe de l'Azerbaïdjan, Molde, l'équipe norvégienne, et Häcken, une équipe suédoise. Honnêtement, je pense que Leverkusen devrait survoler ce groupe H. David, considérant le début de saison et considérant les ambitions qu'a Xabi Alonso, puis je suis persuadé qu'on va vouloir montrer là, évidemment, il ne faudra pas sous-estimer les adversaires, mais on va vouloir continuer justement à parfaire notre style de jeu à Leverkusen en ce moment. Le qu'Alonso a mis en place et en début de saison, là, on voit là, ça produit beaucoup. Et je pense que ça va continuer à produire dans ce groupe H, à mon avis. Bah oui, Mathieu, il y a deux raisons. Il y a Xavi Alonso qui va être, alors soyons clairs et simples, il va être courtisé très vite par le Bayern Munich où Rummenigge l'adore et par le Real Madrid. Ah ben là, Thomas Tuchel est déjà sous pression alors. Ah bah oui. Non mais quand je dis très vite, c'est pas forcément dans les 2 prochains mois, mais dans sa carrière, je ne sais pas s'il a un plan de carrière d'ailleurs, je ne lui ai pas demandé personnellement, mais on peut imaginer cette trajectoire. Le Real Madrid pourrait être sur les rangs, il a déjà joué là, puis on sait Bien comment sûr, ça marche parce mais qu'on c'est sait clair. qu'Ancelotti s'en va au Brésil après la prochaine saison, alors on ne sait pas. Hein. Mais c'est clair, mais ils le disent de toute façon. Donc ça, c'est une hypothèse très probable. Mais donc, il va vouloir s'affirmer en Coupe d'Europe aussi, parce que c'est un homme d'orgueil, c'est un homme de stature, c'est un homme de savoir-faire aussi, donc forcément. Et puis, Florian Wirtz, parmi quelques autres, va vouloir aussi briller en Coupe d'Europe à un moment donné. Pour que la Mannschaft remonte un peu la pente, l'équipe nationale, il faut qu'un joueur comme Florian Wirtz s'affirme, comme Kai Havertz essaye aussi de s'affirmer. C'est un peu le même genre de talent offensif. Et donc, il faut se montrer en Coupe d'Europe. Ce sont deux arguments intéressants, l'entraîneur et ce prodige du club, pour que Leverkusen, au moins jusqu'à l'hiver et passer la trêve, s'affirme en Coupe d'Europe. Donc oui, ils vont passer. Puis là, très vite, l'Eintracht Francfort, groupe G dans la Ligue Europa Conférence avec le PAOK, qui s'est fait connaître il y a quelques années parce que son propriétaire était descendu sur le terrain avec une arme à feu vers les arbitres. L'équipe d'Helsinki et l'équipe d'Aberdeen, équipe qui est la dernière à avoir remporté le championnat écossais dans les années 80 avant que les Rangers et le Celtic de Glasgow ne dominent la compétition depuis tout ce temps-là. On en parle dans le livre, Mathieu. On en parle. Oui. Mais je vais le dire quand même, qui était l'entraîneur d'Aberdeen lorsqu'Aberdeen a remporté le championnat écossais? C'était Alex Ferguson, ce qui lui a amené à devenir ensuite l'entraîneur de Manchester United. Comme quoi, c'était pas un mince exploit, parce que oui, il y a des gens qui ne le savent pas encore, mais je pense que la majorité des personnes qui nous écoutent le savent déjà, Alex Ferguson est écossais. Voilà, j'ai fermé la parenthèse. Mais toujours est-il que nous, c'est évidemment l'Eintracht Francfort qui nous intéresse.
Je sais qu'on en a glissé un mot tantôt, mais j'y reviens, je te relance avec cette question. Avec maintenant le départ de Randal Kolo Muani comme attaquant numéro 1, est-ce que le Francfort, regardant l'identité de ses opposants dans le groupe G en Ligue Europa Conférence, est-ce que Francfort peut espérer quand même une qualification pour la ronde éliminatoire, au-delà de la phase de groupe, ou si on s'attend peut-être à une déception qui pourrait aussi être un indicateur des besoins de l'équipe, on ne sait jamais. Mais comment tu évalues les forces en présence et les chances de Francfort dans le groupe G? Ben, pour l'instant, ça a été un peu une souffrance sur le championnat. Les dernières heures passées sur le terrain en championnat, ça a été un peu une souffrance pour concrétiser les phases de construction que Francfort a pu avoir. C'est le sas après le départ de Kolo Muani, enfin après le départ, avant même son départ, puisque comme tu l'as dit à juste titre, il a fait une grève scandaleuse, comme Ousmane Dembélé avant lui. Et Mais pourtant, avant ça, Kolo Muani avait bien démarré la saison. Il semblait aborder tout, les choses sérieusement. Ça m'avait étonné. Puis en même temps, oui. c'est pour ça que je ne voulais pas aborder cette opinion-là, parce que si on englobe ce que j'appellerais le droit de grève de façon générale, Mhm. ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas parce qu'on critiquerait Randal Kolo Muani puis qu'on est contre le droit de grève en général. Tu sais, des fois, dans les commentaires, c'est souvent des trucs qui s'échappent un peu. Puis il fallait le spécifier. Puis c'est une des raisons pourquoi je ne voulais pas l'aborder tout de suite. Mais en même temps, c'est vrai que je trouvais ça bizarre qu'il ait tout à coup décidé de se braquer à propos d'une promesse de la direction. Mais il y en a certains qui disent que c'est l'agent qui a fait courir ça. Jusqu'à quel point c'était vrai ou pas? Je pense qu'il y avait une part de vrai quand même, mais malgré tout, bon, dans ce jeu-là, c'est vrai que c'est un peu louche. Mais toujours est-il que concrètement, faire grève comme ça à la dernière minute pour forcer un départ, bon, c'était peut-être pas le geste le plus avisé, disons. Oui, alors ça, forcément, ça, pendant un moment, ça va plomber un peu la dynamique offensive. Mais ça laisse aussi la place, j'en ai cité deux tout à l'heure, à Marmouche et N'Gangkam, qui sont d'un cran inférieur, de peut-être s'affirmer, se montrer, Mais marquer des N'Gangkam, buts. il n'est pas un latéral, c'est pas un attaquant, je pense. Oui, mais c'est vrai, tu as raison, mais c'est Mais lui il a qui a quand même sauvé. marqué un but comme latéral, là. Bon, alors. Oui, c'est ça, il a sauvé Francfort dans un match qui était serré, mais où ils étaient menés le week-end dernier. Mais tu as raison, c'est pas un avant-centre, on l'attend pas comme avant-centre. Euh, Ça va être ça la vraie question. Parce que là aussi, il n'y a pas une marge énorme par rapport aux adversaires si vous enlevez votre attaquant vedette. Après, Francfort a quand même cette culture européenne. Vous vous souvenez des belles campagnes récentes. Il a un Kevin Trapp qui a le droit d'être brillant aussi. On le sait, il fait partie des 4-5 gardiens sur lesquels le sélectionneur peut compter. Ça compte, c'est important dans l'équilibre d'une équipe. Et puis, il a gardé, malgré tout, une bonne partie des joueurs qui ont mouillé le maillot récemment, dont Ansgar Knauf. Donc, c'est une équipe sur laquelle je compte, là aussi, pour se qualifier. Est-ce que ça veut dire, si on fait le total de tout ce qu'on vient d'évoquer, qu'il y aura un 7 sur 7 qualification pour le tour suivant, 7 clubs, 7 engagés, 7 qualifiés, c'est pas sûr, bien sûr. Mais on a de bonnes chances partout, en tout cas, c'est peut-être le résumé que je ferai. Juste pour être bien clair, N'Gangkam joue au poste d'attaquant à Francfort. C'est le poste où on le fait jouer, mais il n'a pas toujours joué. Il n'a pas toujours joué là si on fait son parcours historique, mais c'est un jeune joueur, là. Il a 23 Très ans, jeune. Oui. il est binational puisqu'il est aussi camerounais. Alors, ça va être une grosse pression sur lui maintenant que Randal Kolo Muani est parti. Est-ce qu'il va être capable d'y répondre? Pour l'instant, il a bien montré, mais c'est sur le long terme qu'on va voir s'il est capable d'y répondre. Pour conclure l'émission, David, de petit retour en arrière sur la Coupe du Monde féminine, où l'Allemagne était parmi les favorites, puisqu'après tout, l'Allemagne avait été finaliste de l'Euro, où elle s'était inclinée contre l'Angleterre, mais en prolongation. Mais là, coup de surprise, l'Allemagne est éliminée en phase de groupe, s'est laissée surprendre par la Colombie, s'est laissée surprendre par la Corée du Sud, après une victoire éclatante contre le Maroc, qui passe au tour suivant, malgré tout. Je sais qu'on a eu beaucoup dans les analyses que j'ai pu entendre cet été, un parallèle avec les échecs de l'équipe masculine, l'équipe nationale masculine. Et je vais te soumettre mon opinion, puis tu me diras ce que tu en penses. Les gens qui m'ont suivi sur Terminator Foot connaissent déjà cette opinion, mais ceux qui ne l'ont pas entendue, ben vous allez l'entendre. Alors, il y a à prendre et à laisser avec la comparaison avec l'équipe masculine, parce qu'il y a un contexte différent.
D'abord, l'équipe masculine, ça fait 3 échecs consécutifs en compétition internationale que justement la Mannschaft a connu. Donc, ça veut dire deux Coupes du Monde et un Euro. L'équipe féminine, là, c'est le premier échec, alors qu'on est allé en finale de l'Euro il n'y a pas si longtemps. Ensuite de ça, Wolfsburg est en finale de la Ligue des champions féminine lors de la dernière édition, alors que le Bayern Munich s'est fait sortir encore assez facilement au cours de la dernière compétition. Et en plus, et là, je reviens là-dessus pour terminer avec la comparaison, quand on regarde l'évolution justement des compétitions en parallèle, on sent que du côté des femmes, il y a eu un renouveau au contraire. Il y a eu une forme de progression malgré tout, malgré l'échec qu'on a connu pour cette Coupe du Monde cet été, alors que du côté masculin, il y a quelque chose d'un peu plus global, étant donné qu'on a 3 échecs consécutifs. Et ça m'amène à penser que une des explications qui n'a pas été soulevée pour expliquer l'échec de cette Allemagne en Coupe du Monde, je pense qu'après la victoire éclatante de 6-0 contre le Maroc, il y a eu un excès de confiance. Et face au match contre la Colombie, l'excès de confiance les a rattrapés. Et même chose contre la Corée du Sud, au point où les failles qu'il y avait peut-être au sein de l'équipe se sont retrouvées, disons, élargies. C'est-à-dire, notamment, probablement en défense. Au lieu de jouer le style peut-être qui aurait si à l'Allemagne, et au lieu de montrer peut-être un surcroît de confiance, on se retrouvait à jouer du football de rattrapage contre des équipes déterminées. Et on oublie par exemple qu'à la Corée du Sud, du côté féminin, il y a une énorme progression aussi de ce côté-là. Ça, pour moi, ça a été une erreur de sous-estimer cette équipe. Et contre la Colombie, là, ça a été une surprise, mais on s'est laissé surprendre sur une phase arrêtée en fin de rencontre. Ça, et on a commencé le match un peu en retard. Et je reviens là-dessus. Je pense qu'il y avait un excès de confiance. On s'est dit, on a gagné 6-0, on était les finalistes de l'Euro, on devrait pouvoir survoler la compétition. Eh bien non, c'est comme dans n'importe quelle compétition, il faut jouer les matchs. Et des fois, l'adversaire en face, quand il y a de la grinta ou quand il y a de l'engagement, des fois, vous vous laissez surprendre. Alors moi, je pense que c'est un accident, certes industriel, mais un accident de parcours. Je pense que du côté féminin, on a les moyens de rebondir, alors que c'est du côté masculin, et là, il y aurait peut-être plus de questions à se poser. Et je dis ça tout simplement parce que le contexte de ce qu'on voit ailleurs, j'ai soulevé l'exemple de Wolfsburg, et il y a d'autres clubs allemands qui sont en santé du côté féminin en Allemagne, qui font les compétitions européennes aussi, puis qui performent quand même relativement bien. Et je rajoute le fait que l'Allemagne était quand même la finaliste de l'Euro il n'y a pas si longtemps. Et ils ont failli battre l'Angleterre, qui s'est rendue en finale avant de perdre contre l'Espagne lors de cette Coupe du Monde. Alors moi, je me dis, il y a peut-être quelques boulons à serrer, il y a peut-être une remise en question à faire au niveau entre les deux oreilles, et peut-être au niveau du leadership, il va peut-être falloir se poser la question. C'est là-dessus que je ferai le seul parallèle avec l'équipe masculine. Là, il y a peut-être, là aussi, une question de leadership à revoir, mais c'est un peu plus à court terme qu'il faut corriger, selon moi, la situation, donc pour l'équipe féminine par rapport à l'équipe masculine. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai essayé de faire le plus bref possible et le plus complet, le plus nuancé. Alors, je sais que tu as déjà émis une opinion, mais avec le temps, je sais que David, je te connais, tu es capable justement de réfléchir, d'évaluer, de bonifier, puis de nuancer toi aussi ton propos. Je voulais savoir ce que tu en pensais, puis qu'est-ce que tu pourrais apporter à cette analyse. Oui, alors je suis assez d'accord sur le fait que l'équipe nationale d'Allemagne peut aller chercher un Euro, peut aller chercher une Coupe du Monde comme elle l'a fait dans le passé, même si c'est moins systématique parce que la concurrence s'est étoffée, notamment espagnole, notamment. C'est incroyable, l'Espagne. En l'espace de quelques années, ça a progressé en feu, malgré oui. le scandale qui entoure en ce moment la fédération. On se parle. Oui, alors après, il faut quand même écouter aussi les confrères, parce que moi, je suis plutôt optimiste en général, et on nous dit quand même souvent, c'est peut-être de la frustration aussi de la part des confrères, des journalistes, ça peut rentrer en compte, mais on nous dit souvent qu'il y a un manque de talent. Et ça, il ne faut pas complètement l'évacuer non plus, même si, et ça c'est vrai pour les deux, masculin, féminin. C'est pas parce qu'on a un Havertz, un Wirtz, un Götze, Ou un Alexandra Kimmich, Popp du côté féminin. Pop, Oberdorf, qui est une formidable milieu de terrain. Ah oui.
Mais on nous dit manque de talent et je finis par écouter quand même cet argument parce qu'il est tellement répété qu'on est obligé de creuser un peu. Et je pense, c'est un point commun, même si je suis d'accord avec toi que c'est moins flagrant chez les dames que chez les messieurs, c'est un point commun. La formation doit être revue, doit être retravaillée, doit être repensée. Et ça veut Mais dire que est-ce que c'est pas plutôt, en termes de manque de talent, je vais essayer de spécifier, est-ce qu'il n'y a pas plutôt un déséquilibre dans les postes par rapport à ce manque de talent? J'ai comme l'impression que tu as des postes où le talent est là, mais il n'est pas à tous les postes au oui, même niveau. oui, C'est pour ça que tantôt, dans mon argument, je soulignais les carences en défense. Il y a peut-être ça en commun entre les deux unités. Euh, c'est comme ça on avait du mal à trouver dans les postes ou dans les bonnes chaises ben, le talent adéquat qui correspond soit au style de jeu qu'on veut mettre en place, mais aussi qu'il soit capable de jouer au diapason avec les autres en termes de talent. Parce que c'est vrai que quand l'Allemagne dominait et gagnait, tu pouvais regarder tous les postes, tu avais l'impression que le talent était pas mal bien réparti à tous les postes et ça jouait mieux en harmonie aussi. C'est pas juste une somme de choses comme tu disais plus tôt. Là. oui, mais ça revient à notre crainte sur la formation, c'est-à-dire qu'il y a, bon, chez les messieurs, ça a été flagrant que depuis les succès de Pep Guardiola au FC Barcelone et même un peu avant, on avait accentué la formation sur la qualité balle au pied et on s'est retrouvé avec plus aucun avant-centre disponible à part depuis le départ de Klose, à part des joueurs qui brillent en deuxième division comme Terreau 2 ou Füllkrug. Ça, c'est flagrant, mais chez les dames, il y a peut-être aussi cette même logique. C'est-à-dire que la formation doit peut-être être aujourd'hui plus complète, doit en tout cas être revue. C'est le diagnostic qui est partagé par tous les grands médias sérieux de sport en Allemagne. Donc je pense qu'il faut aussi les écouter et ne pas se retrancher comme j'ai pu le faire moi souvent par quelques belles vedettes, quelques têtes de gondole. Tu citais Pop, qui est une joueuse exceptionnelle parce qu'elle est aussi forte en défense centrale au milieu de terrain comme avant-centre. Donc c'est très très rare. Tu en as une tous les 30 ans, des comme ça. Quelques autres, peut-être comme Oberdorf. Et puis après, les autres sont peut-être un peu, on les voit peut-être un peu plus belles qu'elles ne sont réellement. Mathieu, que ce soit sur le plan de la force mentale, et ça, je suis un peu sceptique parce que Martina Voss-Tecklenburg est quand même une entraîneur d'expérience et elle devrait être capable de transmettre à ses joueuses cette force mentale qu'elle-même avait quand elle était joueuse. Donc là-dessus, j'ai quelques doutes, mais sur la qualité pure, à chaque poste, il y a forcément des choses un peu moins bonnes. On ne va pas analyser aujourd'hui poste par poste parce que ce n'est pas l'objet de notre podcast, mais c'est peut-être aussi la raison pour laquelle, in fine, on n'a pas été plus loin. Après, être éliminé en phase de poule alors que vous avez pulvérisé le Maroc 6-0, c'est une faute. C'est clairement une faute, c'est une sortie de route. Devant le téléviseur, puisque j'ai vu les matchs devant le téléviseur avec quelques amis, on était éberlués, on était un peu bouche bée de voir que cette domination stérile n'aboutissait à rien. Il y avait des belles constructions, des belles phases de jeu, et puis derrière, rien. Et donc, si vous ne mettez pas en danger l'équipe adverse, eh bien, vous vous faites punir à l'arrivée, soit par un match nul qui vous donne un petit point insuffisant, soit dans le pire des cas, par une défaite. Mais c'est surtout, mais j'ai constaté aussi surtout qu'au niveau des duels, c'est pour ça que je pensais, dans mon argument, je mettais le surcroît de confiance. Dans les duels, Possible, ça. je trouvais que les Allemands n'étaient pas engagés à fond. Et contre la Colombie, ça m'avait déjà frappé. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait du mal à finaliser ce que Possible. j'appellerais le dernier geste. Parce que justement, en défensive, ces équipes-là, la Corée du Sud et la Colombie, ont accepté de faire le dos rond, mais au duel, elles étaient vaillantes, combatives. Peut-être que. Et je trouvais que ça, par contre, du côté féminin, c'était un élément qui manquait. Tout à fait. Parce qu'à un moment donné, dans les duels, si tu ne gagnes pas les deuxièmes ballons, ben, tu ne pourras pas, à ce moment-là, comme on dit, là, mordre la pelouse, gratter la pelouse pour aller chercher le but et faire preuve de réalisme dont tu as tant besoin dans ce genre de compétition. Oui, c'est vrai. Je me souviens m'être fait la réflexion sur ce match-là, tout particulièrement que l'arbitre abusait peut-être un peu et que les Sud-Américaines étaient un peu favorisées dans une forme de laisser-faire. C'est la sensation que j'ai eue, mais on n'était pas au bord du terrain. Et puis, ça, en creux, ça veut dire ce que tu dis. C'est-à-dire que les Allemandes n'ont pas su se mettre à la hauteur d'intensité demandée par l'adversaire. Parce que si on se mettait à cette hauteur d'intensité, effectivement, on passait au-dessus parce qu'on a quand même une meilleure qualité technique, une meilleure qualité collective, évidemment. Donc oui, des manques sur lesquels il faut réfléchir, certains qu'on peut corriger peut-être assez vite, et d'autres, et je pense qu'il ne faut pas les négliger non plus, c'est vrai pour les garçons évidemment, aller puiser en profondeur sur la formation, aller voir
s'il n'y a pas des aspects de la formation sur les formateurs eux-mêmes, sur certains postes sur lesquels on insiste moins, qui ont été un peu négligés et qui font qu'on en arrive là aujourd'hui. Mais ça, on aura la réponse du travail là-dessus que dans 3, 4, 5, 6 ans. Et donc, Et non pas au des mois prochain prochains. Euro en Allemagne, c'est ça que tu me dis? Non, mais voilà, c'est difficile, mais c'est un diagnostic assez complet, là, je pense qu'on a fait quand même. Et tu as raison de pas oublier l'un des fondamentaux du football, qui est qu'il faut faire le pas supplémentaire pour aller chercher le ballon. Et peut-être que certaines joueuses, ça ne concerne pas seulement l'équipe d'Allemagne d'ailleurs, peut-être, n'ont pas su le faire, et ça a manqué sur une Coupe du Monde comme celle-là. Tu as raison. D'ailleurs, en Bundesliga, j'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de buts sur soit des centres ou des ballons envoyés en profondeur derrière la défense adverse, et ça a amené à beaucoup de construction de buts. Puis en même temps, je me disais, mais ce sont des jeux simples. Et parfois aussi, il faut revenir à une forme de simplicité, entre guillemets. Mais j'ai une dernière question pour conclure, parce que tu as soulevé un élément dont il a été question. Tu as parlé de Guardiola, qui est venu entraîner le Bayern Munich il y a quelques années. Puis je pense que Sébastien Schweinsteiger qui avait dit ça. On dirait qu'on lui jette beaucoup une part de blâme sur les échecs de l'équipe allemande à cause de ce qu'il a amené. Mais est-ce que c'est pas un peu simpliste et réducteur? Parce qu'en quelque part, là, lui, Guardiola, il s'est contenté de diriger le Bayern Munich, il n'a pas dirigé l'équipe d'Allemagne. Puis historiquement, puis on s'en est parlé, on s'en est ensemble, hors d'onde, mais même aussi en onde, une des forces de l'Allemagne, c'est d'avoir su récupérer des éléments révolutionnaires faits ailleurs, que ce soit les Pays-Bas de Rinus Michel, que ce soit même le 11 d'or hongrois dans les années 50, et on a su composer pour faire aussi son propre football. Et tu l'as dit d'entrée de jeu au début du podcast, en Allemagne, on aime aussi jouer vers l'avant, construire, marquer des buts. Donc, je me dis, est-ce que c'est pas une vision simpliste de jeter le blâme sur Guardiola pour expliquer nos échecs, ou est-ce que c'est pas plutôt justement de peut-être revenir à un fondamental que tu as évoqué tantôt, c'est-à-dire la formation, pour avoir un meilleur équilibre pour appliquer notre style, mais de savoir aussi récupérer le bien que des gens comme Guardiola ont pu apporter aussi dans cette construction-là et savoir faire avec la méthode allemande. Il me semble que c'est ça la force du pragmatisme allemand, d'être capable d'être ouvert à ce qui vient ailleurs, ce qui fonctionne ailleurs, ce qui est révolutionnaire. On ne ferme pas la porte, mais on sait l'adapter à cette recette un peu particulière, à ce pragmatisme dont il est question, qui fait qu'on joue du beau football, mais on est équilibré, puis on est capable de jouer toutes les phases de jeu pour être capable justement de gagner les grosses compétitions à ce moment-là. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux excès dans lesquels il ne faut pas sombrer, et l'Allemagne doit retrouver sa place entre ces deux excès. On ne peut pas avoir sur le terrain en équipe nationale 11 Mesut Özil, c'est-à-dire des artistes, oh boy! funambules, fragiles, forcément, mentalement, physiquement. Quoique Özil a quand même a été au très très haut niveau pendant des années et des années, mais vous comprenez ce que je veux dire? Sans vouloir critiquer le joueur, sa fragilité est quand même assez particulière. Je ne pense pas qu'il y ait Voilà. tant de joueurs en Allemagne qui aient souffert de la même chose. C'est une réalité, là, puis comme je le dis, je ne blâme pas le joueur, mais ça, à un moment donné, bon, c'est un cas, là, c'est une exception. Là. On ne peut pas avoir 11 Mesut Özil, mais on ne peut pas avoir non plus 11 Christian Wörns, c'est-à-dire un défenseur limité sur le bagage technique, et sous prétexte qu'on a besoin de hargne, de grinta, de culture du résultat, vouloir absolument des bourrins. J'emploie un mot un petit peu familier, à dessein. C'est-à-dire qu'il faut retrouver maintenant l'endroit où on place le curseur. On est allé sans doute trop dans les artistes. Des joueurs ça a produit des joueurs magnifiques, ça a produit Götze, ça a produit Havertz, ça a produit Wirtz, ça a produit Kimmich, parce qu'on peut le mettre dans le même panier, mais Florian Wirtz, il est jeune, on ne sait pas ce qu'il peut devenir en équipe nationale. Bien sûr, mais même Havertz prend de la carrure, est capable maintenant de donner des coups dans le bon sens du terme footballistique, mais c'est ça, c'est-à-dire que quand Oliver Kahn se plaint, ou Matthias Sammer, ou Dietmar Hamann se plaignent dans les médias très influents en Allemagne qu'on a perdu la culture du résultat, qu'on ne sait plus aller chercher le résultat avec la hargne, ils ont raison, mais ça ne veut pas dire qu'il faut effacer ce que le public a quand même, ce dont le public s'est régalé au moment où l'équipe de Löw a produit ses meilleures partitions, notamment en 2014. C'est-à-dire voilà, un jeu équilibré avec quand même une vraie propension
à la beauté, du mouvement collectif, des choses dont on n'avait pas forcément l'habitude, dont on s'est régalé, ce romantisme dont on a pu avoir connaissance dans la littérature il y a bien longtemps. Il est revenu par la grâce du pied gauche de Mesut Özil. On ne doit pas l'abandonner complètement, mais on ne peut pas, on l'a bien vu actuellement parce qu'on est dans une impasse là aujourd'hui, on ne peut pas non plus abandonner complètement ce que les Allemands appellent les vieilles valeurs. Ils ne disent pas vieilles, mais c'est moi qui le rajoute. C'est-à-dire cette combativité qui fait qu'on n'est jamais battu, qu'on renverse des situations à l'énergie. Et il faut retrouver le bon endroit. Est-ce que Hansi Flick est la bonne personne pour ça? Est-ce que Nagelsmann était la bonne personne pour ça? Est-ce que Edin Terzic est la bonne personne pour ça? On a l'impression qu'aujourd'hui, on a perdu un peu la boussole. Est-ce que le président de la fédération est conscient de ça? C'est une question aussi en Allemagne parce qu'il est très, très largement remis en question. Voilà, des personnes qui savent avoir un discours clair, audible par le public allemand, qui a besoin des deux, qui a besoin de son romantisme. Löw était une parfaite illustration de ça, et qui a besoin aussi de sa hargne, dont Oliver Kahn est le principal représentant sur les 20 dernières années. Ouais, et là, Oliver Kahn, il est libre. Là. Il pourrait retourner en fédération. Bon, je rigole un peu en disant ça, mais il y a quand même Rudy Voller là, qui s'est joint à la fédération. C'est quand même pas, en termes de leadership et de ce qu'il a fait, et comme joueur, mais aussi comme entraîneur et ensuite comme dirigeant. Je pense pas qu'on peut le blâmer là, de manquer de leadership. Mais après, tu as raison, il faut revenir peut-être à des fondamentaux. Mais je dirais pas vieille valeur parce que ça sonne un peu poussiéreux. Je dirais plutôt cette espèce d'agencement justement en ce qui fait la modernité. Parce que je pense que c'est ça la force du football allemand, c'est d'être capable d'accueillir la modernité puis d'en faire ce que j'appellerais une solution de continuité avec ces valeurs-là un peu ancestrales. Et donc, d'être capable d'accepter l'évolution tout en gardant la continuité avec ce qui est un peu un fondement et qui reste une base pour justement être toujours compétitif d'une époque à l'autre et de savoir s'ajuster aussi aux changements qu'on voit dans le football moderne qu'il y a autour de soi. Parce que au côté masculin aussi, il y a eu, on le voit, une augmentation, parce qu'on parle toujours de la mondialisation du football, mais on voit que là, il y a des pays émergents qui se sont stabilisés et qui deviennent maintenant des nouvelles puissances. Alors ça, c'est à prendre en compte. Et moi, je pense que l'Allemagne a encore à son avantage cette capacité à rester ouvert et à ne pas mépriser ce qui se fait à l'extérieur et devrait pouvoir s'en servir justement pour revenir à ces fondamentaux qui sont justement cette capacité dans le pragmatisme d'adaptation, puis d'amener à ce moment-là cet équilibre et la polyvalence au sein de la sélection. Puis c'est pas juste au niveau de la formation. Hein. Je pense que tu vas être d'accord avec moi que lorsqu'on sélectionne des joueurs, c'est pas nécessairement les meilleurs en club à chaque poste, mais ce sont des joueurs qui ont les profils, qui cadrent aussi avec collectivement ce qu'on veut faire pour que justement il y ait cet équilibre. Et bizarrement, dans la sélection, parfois, on avait des points d'interrogation sur les joueurs parce qu'on cherche. Mais parfois, on s'imagine que parce qu'il y a un joueur qui éclate au sein d'un club, que c'est la solution, puis des fois, c'est pas toujours le cas. Alors, c'est pas toujours le meilleur sur papier parce que c'est pas l'addition de talent individuel qui fait effectivement une réussite collective. C'est sur ce mot-là qu'on va conclure cette excellente première de nouvelle saison, mon cher David. Merci infiniment. Mais conclure sur une analyse comme ça de la situation, c'est très, très riche, puis ça promet des belles choses pour la suite de notre saison, n'est-ce pas? Absolument, et on l'a dit, c'est un peu une nouveauté cette année. Je veux que ce soit notre fil rouge jusqu'à ce que je sois démenti, parmi les thèmes qu'on aborde, mais évidemment, il est central. Un Bayern qui a de la concurrence, que ça va peut-être rendre meilleur aussi sur le plan européen, parce que beaucoup de confrères nous disent ça, nous disent si vous avez un club qui est tout seul en haut et les autres à la ramasse derrière, vous n'êtes pas compétitif en Ligue des Champions. Le Bayern va avoir de la concurrence cette année, sera Dortmund à voir. Leverkusen-Leipzig, on en est à peu près certain. C'est nouveau par rapport aux saisons passées et ça va nous apporter forcément du suspense et des buts, Mathieu, parce qu'il y en a déjà à l'appel dans le championnat chaque semaine. Merci David et on se retrouve dans à peu près un mois pour vous parler justement de la suite des choses. Il va y avoir la Ligue des Champions qui aura commencé. D'ici là, bien sûr, il y aura aussi bien sûr la poursuite de la Bundesliga. Il y a la Mannschaft qui sera de retour en action.
Et avec l'Euro qui approche, on aura l'occasion d'y revenir à l'évolution justement de l'équipe nationale. Bref, il y a pas mal d'actualités qui s'en vient pour nous. Mais d'ici là, bien entendu, on aura l'occasion donc de décortiquer tout ça et d'y revenir d'ici un mois pour vous en parler. Alors, en mon nom et au nom de David Lortolari, on vous remercie d'avoir été des nôtres et on se retrouve donc à une prochaine fois. Au revoir.